Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, bienvenue dans mon bureau, bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale. Du coup, vous le savez, on a dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, encore une fois, 1000 merci. Et j'ai pas fini, puisque aujourd'hui, du coup, on a décidé de faire une petite FAQ des 2000 abonnés. Je vous avais posé des questions sur, enfin la question sur la vidéo pour vous remercier déjà, sur YouTube. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, sur Discord également. Vous avez été nombreux, très nombreux à répondre, enfin ou plutôt à poser des questions supplémentaires. Et du coup, il y a encore d'autres surprises qui arrivent prochainement, étant donné la... voilà, 2000, j'ai dit, je vais faire beaucoup de choses. Donc du coup, on va avoir la présentation de mes decks commandeurs, j'ai encore d'autres sujets un petit peu spéciaux que je vais aborder, une nouvelle émission également. Et la semaine prochaine, vous aurez également le droit à Jumpstart l'analyse, parce que voilà, on a eu toutes les spoilers, tout ça, et ça va pas tarder à sortir, là, d'ici la fin du mois, probablement. Donc, bon, voilà, du coup, tout ce qui est prévu, évidemment, pour les prochaines fois, sachant que, en plus, je tiens à vous l'annoncer aussi, normalement, vendredi prochain, donc du coup le vendredi 10, il va y avoir en fait une journée un petit peu spéciale qui va être un petit peu un test pour nous au niveau de la chaîne Twitch. Du coup, si vous n'êtes pas follower sur la chaîne Twitch, je vous invite à y aller. Donc je fais des lives de temps en temps, voilà, juste pour le fun, tout ça, pour le plaisir. Mais c'est vrai que cette fois-ci, on va faire un petit truc un petit peu spécial, c'est que vendredi, on a la FNM Commander qui se déroule à la Grande Malle, et du coup, en fait, on va streamer l'une des tables qui va se jouer. Mais du coup, c'est à partir de 20 h le soir. Mais pour mettre un petit peu en place tout ça, voir un petit peu comment on s'organise et comment on s'organise avec vous aussi, on vous invite en fait durant toute l'après-midi, on va mettre en place directement le setup de stream et faire des games en fait pour le plaisir entre nous. Donc si vous voulez nous voir pour le plaisir, venez. Et en plus derrière le soir, vous pourrez voir comment est-ce qu'on organise la FNM Commander à la Grande Malle, évidemment. Donc voilà, mais je vous invite vendredi, soyez là. Ça nous ferait extrêmement plaisir d'avoir énormément de vos retours. Et en tout cas, moi je vous attends avec impatience. Bref, commençons par les questions. Alors il y a plusieurs catégories. Bon, on en a une là qui est divers et troll. Parce que vous avez essayé de me troller. Hein, donc du coup, je vais répondre même aux questions troll. Puisque je n'ai loupé aucune question normalement. Donc, Nemezor qui demande question finale, quand sortira la vidéo? Maintenant. JDFW qui demande pourquoi 1 plus 1 font 2. Eh ben ça dépend complètement. Parce que 1 plus 1, ça peut faire égal 1. Et c'est beau. Ou égal 3. Hein, et c'est beau aussi. Bref. Et en plus 1, ça peut faire également 11. Voilà. Donc je ne jugerai pas trop vite quand même pourquoi 1 plus 1 fait 2. Parce que c'est pas forcément vrai. Nemeric qui demande, est-ce que tu aimes les soirées Commander Chips bière? Alors moi j'avais l'habitude Commander bière chips. Mais alors du coup, j'aime pas la bière. Parce que j'aime pas l'alcool. Voilà, je supporte l'alcool mais j'aime pas l'alcool. Voilà. Les chips, voilà, non, je suis pas trop fan non plus. Mais j'aime le Commander. Mais bon, je sais qu'Amérique, c'est en gros, est-ce que tu aimes les soirées Commander à la maison, entre potes, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai souvent été, comme à la maison, en fait, dans mes boutiques locales, parce que bon, univers parallèle, voilà, avec l'un des proprios, coucou Jean, du coup, je mangeais régulièrement le midi, voilà, j'allais les voir et tout, on mangeait ensemble, et puis on discutait, voilà, et dès que j'avais du temps un peu entre mes cours à la fac, du coup, j'allais les voir. Et c'est vrai que du coup, c'était une seconde maison, quoi, vraiment. En plus, bon, c'était pas super loin de chez moi, donc je prenais pas beaucoup de temps pour venir. Et pareil, je veux dire, aujourd'hui, la Grande Malle, bon, même si je suis un petit peu plus loin que ce que j'étais à l'époque à Toulouse, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'y vais régulièrement et je suis comme à la maison, voilà, hop, je file un coup de main à Andy, et puis derrière, voilà, on papote, et donc voilà, c'est un peu, je pense que certaines personnes ont des boutiques qui sont très boutiques, c'est très pro, et voilà, c'est... Ah non, on organise des trucs, voilà, clac, c'est carré, et puis c'est tout. Et puis, moi, j'ai eu la chance à chaque fois de tomber sur des boutiques où, en fait, on est... on est tous potes, quoi, je veux dire, que ça soit du côté des gérants, des proprios de la boutique, et des joueurs, en fait, on est super potes, et voilà, on est tous ensemble, quoi. La seule différence, c'est que, bon, on achète des trucs à l'un de nos potes qui gère la boutique, quoi. Donc voilà, c'est ça la grosse différence, mais c'est vrai que les soirées à la maison Commander, j'ai dû en faire peut-être une ou deux avec Edgar, parce qu'il m'avait invité plusieurs fois. Mais c'est vrai que quand t'as une boutique dans laquelle on peut t'accueillir et que t'as déjà sur place de la bouffe et des boissons, en fait, au bout d'un moment, enfin voilà, c'est plus vraiment nécessaire, quoi. Après, sauf quand la boutique est fermée, tout ça, qui partent en vacances, bon, ça c'est des trucs qu'on fait. Après, je pense que voilà, faire une petite soirée Commander, alors, Commander pizza, par exemple, me dire, hop, allez, on se commande des pizzas, on se mange une pizza avant la partie, et puis voilà, je veux dire, moi, ça me plairait aussi. Je pense que ça me plairait aussi. Mister Arthos qui me dit droite ou gauche. Alors il y a tellement d'implications dans cette question que je vais essayer de répondre à toutes les
les multiples implications. Alors, c'est parti politique, je ne répondrai pas. Si c'est ce que je suis droitier ou gaucher, je suis droitier. Si c'est ce que je dors à droite ou à gauche du lit, ça dépend. Généralement, c'est à gauche. Est-ce que je mets mon deck à droite ou à gauche quand je joue? Honnêtement, je le mets généralement, en fait, à l'extérieur quand on est en multijoueur. Je le mets à l'extérieur, en fait, c'est-à-dire que je suis... Enfin, je veux dire, ça me donne envie de péter un plomb, en fait, quand je vois ça. C'est... je suis désolé, hein, mais voilà, je suis un peu maniaque. Mais en gros, je mets toujours mon deck vers l'extérieur de la partie, c'est-à-dire, comme ça, du coup, en fait, on a les decks qui sont tous vers l'extérieur, et du coup, on a un champ de bataille qui est vraiment bien ouvert, et du coup, on peut bien voir. Parce que quand t'as le deck qui est là, avec le cimetière qui est là, au milieu de la table, c'est vraiment perturbant, parce que t'es là, en fait, t'as l'impression c'est un petit peu comme si t'avais un petit mur qui était en train de cacher le champ de bataille. Donc, voilà, moi, je le mets toujours vers l'extérieur, et en 1v1, il me semble que je le mets systématiquement à gauche, parce que je pique, voilà, j'ai mes cartes dans la main droite, hop, et je prends avec ma main gauche, donc voilà. Voilà, aussi simple que ça. Sinon, Adréon qui demande, à votre avis, pourquoi la moutarde? Et parce qu'il fallait un condiment, une sauce épicée, purement française. Et ma foi, c'est plutôt pas mal réussi. Ça fait plaisir. Alors, les questions qui me concernent, moi, vis-à-vis du commandeur et de Magic en général. Crustfell qui demande, est-ce que tu joues dans d'autres formats? Oui, finalement, je joue dans beaucoup d'autres formats. Alors, évidemment, beaucoup moins que le commandeur, puisque bon, aujourd'hui avec la chaîne, je me concentre là-dessus, quoi. Mais du coup, j'ai un deck Legacy, j'ai un deck moderne, j'ai un deck Peasant, même si le format n'est pas officiel, j'ai un deck Pionnier, et je dois en construire un autre prochainement d'ailleurs. J'aime beaucoup le limité en général, le draft et le CD. J'ai aussi eu un cube pendant un moment là qu'on a drafté pendant un peu plus de 6 mois. Et bon, je l'avais modifié, etc. Mais je l'ai tout déconstruit parce qu'il y avait des cartes que je voulais récupérer pour le Commander. Et puis bon, on a Commander Legends qui arrive bientôt. Donc voilà, du coup je suis vraiment fan de tout ça. J'ai joué à une certaine époque en Brawl pour tester le format au moment où il a été annoncé, donc c'était un peu avant Dominaria. J'ai aussi joué en standard, parce que c'était du standard et que voilà, quand on commence généralement c'est un format qui est plus accessible. Et j'ai aussi joué en Popper à une époque, voilà. Mais vraiment c'est... bon, du coup il n'y a que le Vintage que j'ai pas essayé quoi. Et du coup j'ai joué en Duel Commander, même si j'ai encore mes decks aujourd'hui, mais j'y joue plus jamais en fait. La dernière fois que j'y ai joué... j'ai peut-être dû y jouer avec Jérémy, qui est un des arbitres qu'on a à la boutique en plus, qui est arrivé il y a pas longtemps. Il avait des decks de Duel Commander et du coup, moi je lui dis, oh tiens écoute, je l'ai ramené une fois comme ça on pourra sur une partie. Et bon voilà, c'est tout. Mais ouais, du coup, bon, voilà, vous avez un peu le topo. Donc finalement, je joue dans pas mal d'autres formats, mine de rien. Alors, Gatecore qui a demandé sur la chaîne YouTube, comment as-tu découvert le Commander? Eh ben en fait, très simplement, juste par ma boutique locale quoi en fait. Du coup, j'avais commencé un petit peu à aborder le format avec des potes, ceux qui m'avaient initié à Magic au départ. Et ensuite en fait, quand je suis arrivé en boutique et que j'ai commencé à faire beaucoup d'événements, c'était vers Fate Reforged, il me semble, ou peut-être un peu avant. Non, c'était avant, oui. Mais en gros, j'avais testé le Commander avant, sans plus. Et en gros, j'ai peaufiné derrière, en fait, où pendant que j'avais fait des avant-premières à Cans of Tarkir, c'était une des premières fois où je les faisais. J'avais fait des drafts avant, en fait, mais enfin, et des scellés. Mais là, du coup, hop, je suis arrivé à mes premières avant-premières à Cans of Tarkir, et on m'a fait découvrir le Commander, etc. Et derrière, ça a continué, etc. Et du coup, voilà, on en est. Voilà, j'ai commencé par le Duel Commander, parce que c'était format compétitif, il y en a qui faisaient des événements des fois à la boutique, et ensuite derrière on s'est mis au multijoueur parce que voilà quoi. Le seul problème en fait c'est que des fois on n'avait pas le temps de faire des games de multijoueur, parce que bon il y en a qui revenaient du boulot et tout, et juste avant la FNM, juste avant d'aller manger, donc du coup on avait juste le temps de faire une game en multijoueur, donc c'était un petit peu court, mais voilà. Burt qui demande, y a-t-il une extension de Magic hors core set préconstruit, Master Set ou autre truc du genre que tu aimes plus que toutes les autres, que ce soit pour le lore, pour les cartes en elles-mêmes, pour l'identité graphique, pour le limiter, le standard, le commandeur, peu importe la raison. Zendikar, premier du nom. J'ai pas pu y jouer, je suis dégoûté à l'époque. Je veux dire, c'était vraiment... Enfin, le set a l'air vraiment super intéressant. Et j'aime beaucoup, en fait, le lore autour. Alors, pas le lore Eldrazi, voilà, dire, oui, il y a des grosses bêtes et tout ça. Bon, j'aime bien les Eldrazi aussi, hein. Mais je veux dire, le côté, en fait, où le tout premier... Enfin, la première édition du blog Zendikar, c'était une édition dans laquelle on était dans le mode exploration, mystère, lieu sauvage, en fait. Et vraiment... Enfin, ouais, vraiment hostile, quoi.
Et c'est super intéressant, et je trouve que le Zendikar, j'ai hâte de voir en fait en septembre s'ils vont nous refaire la même, et dire voilà, écoutez, on revient à un Zendikar qui s'est reconstruit, qui s'est régénéré éventuellement du passage des Eldrazi, et dire, parce que bon, Zendikar Rising, ça évoque quand même le fait de renaître de ses cendres, et c'est vrai que ça serait vraiment génial d'avoir à nouveau un plan qui est encore un plan d'exploration en fait, où on essaie de voir, trouver des reliques, etc. Et dans le même genre, en fait, Ixalan m'y faisait un peu penser. Je trouvais que c'était un petit peu, Ixalan, en fait, le but, c'est de trouver Azcanta pour... non, Orasca pour trouver, du coup, le soleil immortel. Et du coup, tout le monde était à cette chasse au trésor. Et en fait, derrière, t'es là, oui, c'est un peu la même chose que Zendikar, où tout le monde essayait de chercher et tout ça. Il y avait ce culte ancien des dieux anciens, du coup, des trois titans Eldrazi, qu'on ne savait pas à l'époque, qui était assez intéressant. Et c'est vrai que voilà, je trouve que le set au niveau jouabilité, alors en limité, il avait l'air super fun. En standard, ça a été une bombe. Ça inclut des nouvelles cartes qui sont devenues des staples de tous les formats. Je veux dire, vraiment, pour moi, et puis le lore, quoi, voilà. Donc vraiment, je suis super content de ce set-là, et je suis désolé de ne pas avoir pu y jouer à l'époque. Patmol qui demande sur Twitter quels sont les généraux que tu préfères pour chaque monocolorité. Alors en blanc ça va être Téchar, parce que voilà, c'est Téchar. Je veux dire, je pense que si vous pensez à moi, généralement vous pensez à ce deck là. Bon, peut-être pas que. Oakenrit combo peut-être aussi. En bleu je dirais Talrand, parce que j'aime beaucoup le fait que Talrand soit un commandant très flexible en fait. C'est juste qu'il dit, tu veux jouer éphémère rituel, ok. Et après en fait, selon les éphémères rituels que tu vas jouer, tu pars sur un plan de jeu, mais t'as quand même des bodies qui sont pop derrière. C'est très classique, mais je trouve ça très efficace. En noir, j'ai hésité, il y en a beaucoup. Hein. En noir, je pense que je partirais sur Yogg-Sabull. Oui, je sais, c'est un de mes commandants les plus forts que j'ai monté. Mais en fait, c'est surtout que le deck, enfin, comment dire, Yogg-Sabull, j'aime beaucoup son design de base. J'aime beaucoup ce qu'il fait, comment il fonctionne. C'est un deck aristocrate mono noir. Et je suis très content de l'avoir en fait tel quel. Je veux dire, ça me dégoûte qu'il soit pas blanc-noir non plus, mais bon, Yogg-Sabull en blanc, c'est pas très lore friendly, hein. Donc voilà, je pense qu'il est vraiment génial et je suis très content de l'avoir. En rouge, je dirais Feldon, la troisième voie, que j'ai aussi. Et j'aime beaucoup en fait parce que, alors moi je le joue un petit peu pas forcément ultra violent, c'est juste value et puis voilà, je gagne des petits avantages un petit peu à droite à gauche. Et bon, c'est sûr qu'il est un petit peu sensible à certains removals de cimetière notamment, mais bon, je veux dire, il est sympathique. En vert, je dirais Selvala. Parce que voilà, Selvala c'est littéralement le deck que j'ai. Enfin, c'est l'un de mes premiers decks que j'ai construit comme ça pour le fun en multi. Et qui m'a fait boum. Attends, tu sais quoi, t'es encore plus puissant que tu l'imaginais. Voilà. Florent, coucou Florent, qui me demande sur Facebook quelles sont tes cartes non commandants préférées dans le format ou même ailleurs. J'en ai une en particulier. Je peux vous la présenter en plus. Ah. C'est le Rule Slayer. Le Rule Slayer, c'est une carte d'unstable. Alors oui, c'est ma carte préférée en fait, parce que j'aime beaucoup le fait qu'on ait une carte d'unset qui désactive une partie des règles de Magic, et pas n'importe quelle partie, c'est littéralement une mécanique centrale, c'est les actions basées sur un état. Donc c'est à dire que, bah voilà, vos créatures ne meurent pas quand elles prennent suffisamment de blessures, vous ne mourrez pas quand vous prenez suffisamment de blessures, voilà, il y a pas mal d'effets qui n'existent plus en fait, qui servent plus à rien. C'est énorme en fait d'avoir une carte comme ça qui casse le jeu, même si je la joue pas. J'adore juste en fait le design et comment elle a été écrite, etc. C'est génial. Alexis qui demande quels sont tes commandants de M21 qui te tapent dans l'œil. Absolument aucun. Je suis désolé, hein, vraiment. J'ai essayé de faire un effort et de me dire, écoute, est-ce que je pourrais pas monter un deck? Je suis là. Vraiment, M21, en fait, je préférais les commandants monocolores de M20, qui étaient eux aussi rares pour tous. Qui était beaucoup plus intéressant en fait, qui donne des mécaniques beaucoup plus simples à prendre en main aussi. Parce que t'es là, oui, bah par exemple, Jolrael en tant que commandant, c'est sympa, mais en même temps c'est tellement spécifique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pas bien marché quoi. Je pense que les commandants en fait sont très valables dans des bicolorités en fait. Par exemple, Jolrael pour moi c'est bleu-vert. Par exemple, je sais pas, Barin ça peut être blanc-bleu en mode Boons, en mode Blink. Ou en mode flic si vous voulez, ok d'accord. Je sais pas, enfin vous pouvez juste... je sais pas, en fait il y a tellement de trucs qui me semblent bizarres dans cette extension où les commandants en fait, pour moi il leur manque une couleur, presque. Et alors ça peut se justifier par le limité, hein, mais c'est vrai que du coup pour le commandeur,
bah, j'ai l'impression qu'on est passé un petit peu à côté. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Rada en limité, j'ai beaucoup aimé Jol Réel en limité aussi. Nyambi m'a l'air sympa aussi pour le commandeur, mais il n'y en a aucun qui me... Voilà. Cyril qui me demande aussi sur Facebook, de mémoire, tes couleurs préférées sont IZ puis Simix, tu ne devais retenir qu'un commandant et un seul, lequel ce serait? Alors, en IZ, ça serait probablement Mizix pour la puissance qu'elle a. En Simic, ça c'est plus du fond de mon cœur, c'est Rashmi, que j'ai en version altérée par Magali Villeneuve. Et ouais. Donc voilà. Et si je devais cumuler les deux, IZ et Simic, je pense que je parlerais de Omnat Locus du Roulis. Voilà. Encore une fois, Zendikar, tout ça. Mais surtout parce qu'il est extrêmement puissant, il est très value en fait. Et j'aime beaucoup. Sam Crow qui me demande quelle est la meilleure game en multi que t'aies jamais faite. Alors, j'ai pas vraiment de mémoire de game en particulier, parce que c'est compliqué de se rappeler de tout, surtout quand on joue beaucoup comme moi. Je me souviens surtout que la plupart des games que j'ai réellement eu qui étaient super bien disputées et tout, elles se sont déroulées en dehors de ma boutique. C'est-à-dire, à part une ou deux fois où je suis parti vraiment en mode n'importe quoi. Généralement, c'était en Magic Fest, en fait, où tu tombes contre des decks, contre des personnes que tu ne connais pas, donc du coup, tu as des decks, des stratégies que tu ne connais pas non plus. Ou parfois, c'est des trucs que tu as déjà vu un milliard de fois. Bref. Mais j'ai pas de souvenir de game en particulier qui était la meilleure game. Je me souviens de games qui étaient extrêmement longues, extrêmement disputées au Magic Fest, enfin au Grand Prix de Lille de 2018, et au Magic Fest Strasbourg de 2019, où j'ai fait des games, mais d'une longueur absolument horrible. Et disputé, et avec des judges qui vérifiaient, on était 3 à 4 judges à côté en train de vérifier que tout se passait bien. C'est là, ok d'accord, bon, ça fait plaisir, mais voilà, c'est le genre de game, j'aime bien les games disputés, et du coup j'avais eu j'ai eu ces souvenirs-là. Après, meilleure game de multi, voilà, je veux dire, je dirais pas qu'il y a une meilleure, je dirais que je passe des bonnes games en général, quoi. Raccoon Boy, qui demande le commandant deck qui te fait le plus kiffer, définitivement Téchar. Je veux dire, je garde le deck actuellement tel qu'il est, je garde le commandant. C'est pas parce que j'ai investi dedans et qu'il y a des grosses cartes, parce que bon, je pourrais très bien les mettre dans un autre deck, hein, et ça fonctionnerait aussi. Ou créer un autre deck qui est aussi ultra compétitif et qui serait différent. Pourquoi est-ce que je le garde encore? Parce que je veux dire, ça fait déjà... ça va faire quoi? Ça va faire 1 an et demi, ouais, un peu plus d'1 an et demi que je l'ai. Et j'ai toujours pas eu l'envie à un moment de dire, ouais, ok, je vais le remballer, tout ça. Je le joue pas très souvent, mais surtout, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est cette... ce que j'avais expliqué dans le deck tech, d'ailleurs c'est probable que j'en fasse une nouvelle version, puisqu'il y a eu des nouvelles cartes. En gros, avec ces catégories de cartes, en fait, qui, quand t'as une carte de chaque catégorie, tu fais combo, en fait. C'est que du coup, t'as des associations, en plus t'as des sous-combos, en fait, en gros, qui disent, bah, en fait, t'as besoin que sur des 3 catégories, par exemple, t'as besoin que de 2 catégories, de ces 2 cartes-là, en fait, en particulier, pour que ça fasse combo. Parce que t'as même pas besoin de la catégorie centrale. Et voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu, c'est pas comme une, je dirais pas une puzzle box non plus, mais je veux dire, c'est juste, t'as des imbrications, en fait, et des synergies, des combos dans tous les sens avec les cartes, que du coup, il y a des fois où je me retrouve à me dire, eh mais attends, je peux combo si je fais ça avec ça. Alors que j'avais jamais eu cette combo là en fait en main un jour. Et du coup je découvre toujours et encore mon deck parce que je vois des nouvelles combinaisons en fait dans le deck tel que je l'ai construit. Et ça c'est quand même super intéressant parce que du coup t'es encore surpris par le deck tel que tu l'as construit à l'origine et par son efficacité. Thorgrim, pour ou contre les decks stacks? Alors je suis pas pour ou contre, je suis pour à partir du moment en fait où la table est capable de gérer un deck stacks. C'est-à-dire que avoir un deck stacks qui dit je joue stacks, hop, je commence à mettre mes pièces, c'est bon, j'ai gagné la partie. Bah du coup, ça veut dire que la partie elle est déséquilibrée. Encore une fois, là on est sur l'échelle de notation, l'échelle de power level des decks. Encore une fois. Mais, je veux dire, dans une game où en fait t'as des anti-artefacts, des anti-enchantements qui existent pour gérer les deck stacks, où t'as de la réponse qui est possible, donc à niveau 7 ou 8 notamment, je veux dire, les deck stacks ils sont tout à fait à leur place. Moi, à ce moment-là, je veux dire, quand je joue un deck 7 ou 8 et qu'un mec me dit « je joue stacks », je suis là « d'accord, ok, bon, il va falloir que je reste attentif là-dessus, parce qu'évidemment, la stacks, au bout d'un moment, bah, elle a tendance à dépasser, en fait, un peu les autres jeux. Donc voilà, mais du coup, faut pas la laisser se développer non plus trop. Et du coup, c'est ça, en fait, je veux dire, ça dépend du niveau. Si tu me dis un niveau 7 ou 8 stacks, je dirais « ok ». Si tu me dis un niveau 5-6, je dirais « écoute, t'es un enfoiré ». Voilà. Parce que voilà, c'est quand même un jeu qui est censé être là pour bloquer les adversaires, mais si les adversaires n'ont pas de quoi te répondre, bah du coup en fait t'as déjà gagné la partie quoi, et c'est dégueulasse. Voilà. Arias qui demande, penses-tu que la destruction de terrain ou autre effet anti-rampe devrait pouvoir être joué en table casu? Je m'explique, je trouve que personnellement l'une des identités de couleur du blanc est la taxe et destruction de terrain.
et que la protection dont bénéficient les terrains avec le social contract avantage le vert et le ramp. En autorisant la destruction de terrain, il y aurait une réponse au ramp, d'accord ou non. Il y a plusieurs questions en fait là qui sont posées en fait en une, parce que tu poses pas juste la question de la destruction de terrain, est-ce que c'est plus acceptable ou pas. Alors déjà, moi j'ai pas forcément la même définition, mais pour moi le casu c'est vraiment les level 4-5, 3-4-5 on va dire. C'est vraiment on joue à la cool avec des préconstruits ou avec des decks qu'on a fait à la rage et qui sont pas très bons, voilà. Pour moi les decks, enfin en gros il y a le compétitif à 9 et 10, il y a le fun à 6, 7 et 8, et il y a le casu qui est 3, 4, 5. Et puis il y a le bizarrerie à 1 et 2. Voilà. Ça c'est ma vision des choses, ça ne dépend pas de l'échelle des niveaux, enfin ça en dépend, mais c'est une vision totalement personnelle. Je dirais que voilà, bon alors j'imagine qu'en top casu, toi tu dirais plutôt hors compétitif, donc du coup ça inclut également les levels 7 et 8, 6, 7, 8. Ok, c'est assez complexe. En fait, le problème, c'est, comme tu dis, l'une des parties de l'identité du couleur du blanc, c'est taxe et destruction de terrain. Donc, en effet, on a Stax, destruction de terrain. On a aussi Winnie White dedans. Donc, voilà. Stax, destruction de terrain. Winnie White, donc petite créature très agressive. Le problème, c'est qu'en fait, on en a une. C'est une mauvaise stratégie en commandeur parce que des petites bêtes en aggro, quand t'as 120 points de vie à défoncer en face, c'est très compliqué. J'en ai fait l'expérience. Stax, bah du coup, c'est plutôt accepté à haut niveau, comme je disais, level 7-8, parce que en dessous, en fait, les adversaires vont pas avoir de réponse pour t'empêcher de taxer en permanence. Donc voilà. Et destruction de terrain, c'est un peu la même, mais en fait, la destruction de terrain, c'est problématique parce que on a un souci. Les statistiques qu'on met, enfin les pourcentages de cartes qu'on met dans un deck commander, on les évalue par rapport à ce qui est censé se passer normalement dans une game. Ce qui se passe normalement dans une game, c'est qu'à chaque tour, durant les premiers tours au moins, tu mets un terrain par tour, parce que c'est la restriction classique, tu ne peux mettre qu'un seul terrain par tour. Ensuite, tu te dis, bah oui, bah du coup, ma mana curve, elle est prévue de telle façon, parce que je sais que je peux jouer un terrain par tour. Et en fait, tout est basé sur cette donnée-là, c'est que, techniquement, ton terrain, tu sais que tu peux le poser durant ton tour, tu pourras pas en poser deux, tu peux ramper, mais généralement, voilà, ça va te coûter du mana pour ramper, donc du coup, tu perds du temps pour prendre un avantage au niveau mana sur les tours suivants. Mais voilà. Alors, du coup, je trouve ça un petit peu dégueulasse de dire oui, il faut qu'il y ait une réponse aux rampes en vert. Ben non, en fait, parce que le ramp, c'est justement une des stratégies du vert. C'est comme si tu disais à un deck noir, oui, non, mais il faut absolument qu'on mette tous les trucs qui empêchent d'aller chercher dans la bibliothèque parce que le noir, il joue trop de tutos. Je suis d'accord, le noir joue des tutos, mais parce qu'en fait, c'est ce que le noir veut faire. Ou alors du coup le bleu pioche trop de cartes, donc du coup il faut mettre systématiquement des trucs qui vont bloquer la pioche. Le vert, c'est juste qu'il touche à une ressource justement à laquelle on touche rarement pour la détruire, pour la gérer. Parce que c'est le ramp. Mais en même temps, le mana, c'est la ressource dont tu as besoin absolument, mais une autre ressource dont tu as besoin absolument, c'est la pioche en fait, c'est les cartes. Parce que tes terrains tout seuls ne vont servir à rien. Donc du coup la destruction de terrain, je pense que si c'est la destruction de terrain mono-cible, je suis totalement pour, et ça presque à tous les niveaux. En fait, parce que, je veux dire, tu joues un Wasteland, voilà, je pense que Wasteland est justifié dans la plupart des decks, parce que il y a toujours des terrains spéciaux en fait en face, quand vous êtes probablement déjà tombé contre un deck monocolore, et vous avez probablement vu un Nykthos, voilà, mais Nykthos, je veux dire, quand t'as un board qui est rempli, t'es là, écoute, le mec peut faire 15 mana en engageant 3 terrains, en effet ça a l'air fort, donc du coup je peux comprendre, pareil avec Cabal Coffers, ou avec Cabal Stronghold, donc voilà, je veux dire, c'est des moyens qui ont, enfin ou même d'autres trucs, hein, qui permettent de ranimer des artefacts, je pense Ruine de l'Académie, où il y a aussi maintenant le Mégaron du Triomphe d'Héliode, voilà, donc je veux dire, c'est vraiment, on a des très bons terrains, et je peux comprendre qu'on a envie de les détruire, donc voilà, du coup, mince, je vais y arriver, Wasteland, Champ de Ruines par exemple, c'est des trucs que je tolère complètement, il n'y a pas de problème, je comprends. Ce qui me dérange, c'est la destruction de terrain en masse, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, il y a des proportions. On prend une certaine proportion de terrain dans un deck commander. Généralement, on est entre 1 tiers et 40%, enfin 30 et 40%. Donc du coup, voilà, c'est quand même assez large, plus les manas d'or, plus les cailloux, etc., les sorts de rampe. Le problème, c'est qu'on calcule ce taux-là en disant, bah oui, j'ai besoin de ce nombre de terrains-là, parce que je sais que je vais jouer mes terrains, que je vais les garder, et qu'ensuite, du coup, je vais pouvoir jouer. Parce que derrière aussi, il y a qu'est-ce que tu gardes comme main. Je veux dire, si la destruction de terrain a été systématique, tu sais que dans toutes les games que tu vas jouer en Commander pour le reste de ta vie, il y a systématiquement au moins un moment où tous les terrains vont être détruits.
Imaginons, hein, juste comme ça. Du coup, les mains que tu vas garder, est-ce qu'elles seront les mêmes que celles que tu garderais actuellement? C'est-à-dire, actuellement, tu te dis, ok, bon, dans un deck qui coûte pas cher, je garderai 2 terrains, sinon 3 ou 4 terrains dans la main. Mais je veux dire, si t'es sûr que au tour 4, tous tes terrains vont se faire détruire, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être te dire, eh ben écoute, faudrait peut-être que je garde une main à 5 terrains, que mes sorts de rampe, je les utilise pour pouvoir regagner du mana après une destruction de terrain. Et du coup, en fait, ça devient presque... La destruction de terrain deviendrait presque un des staples, enfin un des plans principaux du format où tu es obligé, enfin un des éléments principaux du format, où tu es obligé de prévoir qu'elle va arriver à un moment ou à un autre. Et là, ça deviendrait un problème en fait. C'est du coup, il faut un équilibre quoi. La destruction de terrain, je pense qu'elle est valable, mais pas juste parce que parce que les terrains, parce que vous gagnez plus de mana en vert, parce que vous allez ramper, parce que c'est ce que le vert veut faire, je veux dire, c'est comme ça, c'est tout. Et mais plutôt parce qu'en fait, il y a des moments où il faut gérer certains terrains en particulier. Voilà. Mais tous les terrains en même temps, alors en plus, il y en a qui s'amusent à le faire de manière asymétrique, du style, voilà, on a des trucs qui détruisent tous les terrains non basiques, on a aussi, ah bah tiens, on va mettre Avacyn, où on va rendre tous mes permanents indestructibles, et on va du coup derrière tout péter. Je veux dire, voilà, là ça peut être marrant, hein, aussi. Donc ouais, je veux dire, là c'est un peu problématique, quoi. Et le problème, c'est que quelqu'un qui se fait péter tous ses terrains, généralement, c'est quelqu'un qui derrière, ben, il est dégoûté, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui va être là, oui, ben, écoutez, ouais, ben, je pioche pas de terrain, j'avais plus de terrain en main. 4 tours à passer où il n'y a plus de terrain, bah en fait vous avez gagné la partie quoi. Du coup la destruction de terrain ça devient presque tu removes en fait les trucs qui sont pas censés être remove dans une game de Commander. Alors oui je sais, vous avez des cartes qui existent pour le faire, mais le problème c'est qu'on ne pense pas avec la destruction de terrain existe, elle est très présente dans le format. Donc ouais, je ne peux pas, je pense qu'en tape casu pour le moment, en mono-cible oui, en land destruction de masse, non, sauf si ça sert vraiment le plan de ton deck. Et pas juste dire, écoute, pour vous empêcher de m'emmerder, bah, je détruis tous les terrains. T'es là, ouais, super. Ouais. Tentacule qui demande quelle est selon toi la carte qui dispose d'une capacité ou d'un effet qui représente le mieux le flavor de la carte. J'aime beaucoup Faibletip, en fait. Faibletop. J'aime beaucoup Norin aussi. Ah non, Norin le circonspect. Parce que littéralement, c'était là Norin the Worry. Parce que t'es là littéralement une créature qui a peur de tout. Et dès que tu joues un sort, elle s'en va quoi. Tu joues un sort, t'attaques. Même si t'attaques avec lui, il se fout le camp. C'est genre, allez, je l'attaque. Et non, je m'en fous. Je m'en fous le camp. Ah voilà. Et t'es là, bah oui. Je veux dire, moi, Norin. Burt qui demande y a-t-il un commandant autour duquel tu aimerais monter un deck mais n'as jamais eu l'occasion de le faire? J'en ai deux en fait, j'ai Mizzix et Meren parce que Mizzix en fait je voulais le monter dès le départ dès qu'elle est sortie, mais j'ai mis le temps en fait à acquérir des cartes qui pourraient être utiles dans le deck et derrière je me suis dit mince mais c'est trop joué, c'est trop combo et voilà et du coup en fait j'ai perdu un peu la motivation parce que c'est un commandant très connu finalement, même si aujourd'hui il est moins joué. Mais voilà, c'est assez connu quand on est assez expérimenté en commandeur. Meren, c'est la même chose en fait. J'avais les cartes pour le jouer, mais en fait, il me manquait encore 2-3 trucs, et quand je les ai eus, j'étais là, ouais, mais Meren, c'est super, voilà, c'est calibré, c'est... Enfin, voilà. Donc du coup, c'est un peu des commandants qui sont faciles à prendre en main, parce qu'ils sont très linéaires, en fait. On voit tout de suite où est-ce qu'on doit aller. Alors bon. Tentacule qui dit, si tu pouvais obtenir, par je ne sais quelle magie, une carte promo Heroes of the Realm, laquelle souhaiterais-tu le plus? Alors du coup, j'avais fait ma petite recherche. Tac, 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 on va aller rechercher ça. Paf, paf, paf. Je sais que c'est un dragon ange. J'avais jeté un coup d'œil. Tac, 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 tac. Le voilà. C'est Sol Advocate Eternal, qui est du coup un dragon ange 4-4, qui a les mêmes couleurs que Atraxa, donc blanc, bleu, noir, vert. Et en fait, il a Legendary Partner, ce qui est génial, parce que du coup, vous pouvez promouvoir une autre carte de créature de votre deck, même non légendaire, en tant que créature légendaire partner avec Sol. Il a le vol, la vigilance, il est 4-4, c'est génial, enfin je veux dire, il a les bonnes stats. Et en plus derrière, il a Teamwork, chaque fois que vous attaquez ou que vous bloquez avec le Sol et son partenaire, vous pouvez faire en fait du coup soutien 4, donc vous ciblez 4, enfin vous choisissez 4 créatures, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'entre elles, et vous enquêtez 4 fois, donc du coup vous faites 4 jetons indices. Ce que j'aime bien en fait, c'est, on a le système marqueur +1/+1, qui est vraiment cool, parce que c'est les bonnes couleurs pour le faire. Et en plus derrière, on a aussi les indices, parce qu'on n'a pas de commandant indice qui existe en vrai dans le format, et lui il serait génial. Mais alors, Legendary Partner, je pense que c'est trop pété en fait, parce que
J'imagine, j'ai même pas pensé en fait à quel combo, quelle bonne synergie on pourrait avoir avec, mais bon voilà. Après, il faut savoir que les promos Heroes of the Realms, c'est très compliqué de les avoir. Il me semble que c'est les mecs de chez Wizards qui les ont, ou alors des gens très particuliers. Enfin, c'est trié sur le volet. Là, vous pouvez les voir sur Card Market, par exemple. Il y a personne qui en vend. Voilà. Donc, Tentacule, si t'en as un, ne me l'envoie pas parce qu'à mon avis, ça doit avoir l'air une blinde. Quand même. J'aimerais beaucoup l'avoir, mais voilà, quand même. Tesla qui demande si tu avais le talent de dessinatrice de Magali Villeneuve, quelle serait la première chose que tu dessinerais? Je suis... Enfin, il faut savoir, je suis extrêmement sentimentaliste. Du coup, je pense que ça serait avant tout un portrait de famille, avec toute ma famille au sens large. Voilà, parce que bah, c'est ma famille, que je les aime, et que je suis content qu'ils soient là, et que voilà, c'est tout. Et puis je ferai probablement pareil pour Enfin, pour remercier aussi la boutique Univers Parallèle, donc avec toutes les personnes, et aussi ben, avec la Grande Malle, du coup, pourquoi pas un grand tableau avec tac, un paysage en fait de la boutique, avec en plus tous les gens, toutes les personnes que j'aime là-bas, donc voilà, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Mais je suis une bille en dessin, je suis une bille. Et probablement que si on parlait de cartes, je designerais ce qu'on aimerait beaucoup faire, les jetons spéciaux de la tour de commandement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des jetons, donc du coup pour le commandeur, que vous aimeriez voir illustrés. Alors, spécial tour de commandement, oui et non, disons qu'on va pas mettre ma tête partout, parce que bon, non, pas du tout. Mais derrière, voilà, s'il y a des jetons qui vous intéressent, que vous dites « Ah oui, j'aimerais bien avoir celui-là et tout, avoir une version spéciale », bah du coup, voilà, dites-le moi dans les commentaires, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est prévu. Voilà. Miker qui demande si tu ne pouvais posséder qu'un seul deck, n'importe lequel, tout format confondu, tu choisirais lequel? Alors il m'a pas dit d'en garder un, il m'a dit d'en choisir un. Je connais pas la méta du vintage, mais probablement pour l'argent, je dirais ça. Sinon après, si c'était pour le commandeur, je dirais probablement, pourquoi pas un Breya combo? J'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que je m'en ai jamais monté. Voilà, vraiment un gros deck Breya. Et si je devais garder qu'un seul deck, ce serait probablement... ouais, sinon, à plus bas niveau, je pense que je demanderais un deck, en fait. Un deck je copie tout ce que vous faites. Parce que du coup, t'es forcément toujours au niveau de la table. Crustfell, la carte emblématique pour le format commandeur de chaque couleur. En blanc, c'est devenu protection de Teferi, parce que c'est trop puissant. En bleu, bah, on a le choix, mais ça va être faille cyclonique, je pense. En noir, ça sera Demonic Tutor. En rouge, rouge plus compliqué. Probablement pour Phoros, vu les synergies et les trucs débiles qu'on peut faire avec. Donc le premier pour Phoros. Hein. Et en vert, il y a du choix en vert aussi. Je dirais Bibliothèque Sylvestre. Probablement, parce que voilà, on est sur une carte assez unique dans le... Enfin, assez unique dans Magic, en fait. Voilà. Et dans la couleur. Rackstein qui demande c'est quoi selon toi le pire comportement qu'un joueur puisse avoir autour d'une table casu. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Être mauvais perdant ou mauvais gagnant. C'est absolument horrible. Parce qu'en fait, c'est juste... voilà, c'est pas un comportement en soi, c'est vraiment une attitude générale. Mais juste, en fait, être mauvais perdant et mauvais gagnant, c'est juste... en fait, c'est une personne qui prendra jamais de plaisir à jouer avec toi, qui se prendra jamais de plaisir à jouer, parce que si elle gagne, elle sera contente, mais en même temps, ça va juste te plomber. Et puis le reste du temps, elle va toujours être mécontente, et malheureusement, c'est juste horrible, quoi. Parce qu'à un moment, c'est le genre de personne qui te donne pas envie de continuer à jouer avec elle. Même si c'est une personne super agréable en dehors, quoi. Et t'es là, ça c'est encore pire, parce que là, t'es dans une situation où le mec, il est sympa, mais en même temps, dans la partie, il est super chiant. Voilà. Et je pense que le problème, c'est quand t'es mauvais perdant ou mauvais gagnant, enfin surtout les mauvais gagnants, enfin c'est assez horrible, en fait, tu te dis, ouais bah écoute, il est chiant, on va lui défoncer la gueule la prochaine fois, et puis voilà. C'est pas agréable, en fait. Le problème, c'est que on est là pour le plaisir, quoi, avec le commandeur. Et il faut accepter de perdre, et il faut accepter de gagner. Il y a des fois, ouais, c'est sûr, dans certaines situations, je peux comprendre que perdre parce qu'il y a des joueurs qui font des mauvais choix tout le temps, ça fait chier. Voilà, j'ai déjà eu le cas, c'est juste, moi ça m'énerve. Mais c'est pour ça que j'ai fait les petites et les grandes erreurs de gameplay. Mais voilà, c'est un peu, voilà, je pense que c'est le pire pour moi qui peut arriver, parce que ça met tout le monde au pied du mur, et c'est tout le monde, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à jouer avec lui? Vous lui parlez, et si jamais il veut pas écouter, ben,
bah t'es là, ouais, bah écoute, bah on joue plus avec toi, et puis voilà, c'est tout. Et on en arrive à des extrémités comme ça parce que la personne ne veut pas changer, parce qu'elle a une attitude qui reste figée en fait. Et malheureusement, des fois, voilà, ça peut altérer aussi la relation que tu peux avoir avec la personne. C'est triste. Vincent, quel est le deck le plus puissant dans le sens inéluctable et presque imbattable que tu aies joué ou affronté? J'ai réfléchi beaucoup à celle-là, et il y a absolument rien. Je me souviens pas d'un deck en fait où je me suis dit oh mon dieu, c'est le deck le plus puissant que j'ai jamais vu. Non. En fait, généralement, je me suis retrouvé dans des situations où j'avais un deck en face qui était beaucoup plus puissant que ceux que nous on jouait. Mais du coup, c'est une différence de power level. Mais pas dans le sens où le deck, c'est le pinacle du commandeur, et en fait, il est imbattable, inéluctable. Je veux dire, sinon, c'est simple, le format commandeur aurait été réglé, déjà. Je veux dire que on aurait un deck qui serait dominant, probablement que beaucoup de gens en commandeur compétitif le joueraient, et c'est tout. Je veux dire, là, pourtant, le commandeur compétitif, on a une petite dizaine de decks qui sont vraiment au top du top, et t'es là, ben, du coup, ça fait que le format n'est pas réglé, que le format n'est pas unifié, qu'il n'y a pas un deck qui domine tous les autres. Et probablement que s'il y en avait un qui dominait tous les autres, ben, le comité, il dirait, écoutez, on a entendu des retours comme quoi celui-ci était trop puissant, et du coup, on va bannir une carte pour faire en sorte de l'amoindrir, quoi. Donc voilà. Donc non, j'ai jamais eu ce sentiment-là, j'ai juste eu le sentiment à des moments que je ne pouvais rien faire parce que le deck était à un niveau bien supérieur du mien, mais du coup c'était vraiment un problème d'évaluation quoi. C'est presque, bah ouais, je joue un deck level 6 ou 7, et le mec me sort un CEDH. Et t'es là, voilà. Rackstein, il existe un article de Magic Casual qui parle des règles maison en multi, par exemple de pouvoir bloquer pour une autre personne. Est-ce que tu en as? Si oui, est-ce que tu as une préférée? Laquelle et pourquoi? J'aime beaucoup le fait de... Je connais l'article, hein, j'ai vu Magic Casual, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, du coup, j'aime beaucoup le fait de pouvoir bloquer pour une autre personne, ça donne de la politique en plus, mais en même temps ça ralentit beaucoup la game d'un point de vue aggro. Donc voilà. Est-ce que j'en ai? Absolument pas. Vraiment, j'en ai jamais eu. Il y a eu des éléments de social contract plutôt qui sont mis en place. Je veux dire, à Toulouse, à Univers Parallèle, c'était des tours supplémentaires. Je veux dire, jouer un tour supplémentaire, c'est pas un problème, mais il y a eu une fois où j'en ai enchaîné 3 ou 4, et là, ça a fait tilter tout le monde, on s'engueulait là-dessus. Mais en fait, bah, parce que tout simplement, prendre du temps en plus sur une game, on peut comprendre. Il y avait une règle aussi à la Grande Malle quand je suis arrivé, qui a vite dégagé, je pense. Je me souviens. En fait, je sais pas quand, mais je pense que c'est à cause de moi. En gros, il y avait une règle comme quoi on n'attaque pas celui qui a le moins de points de vie. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il est arrivé une game avec mon mule de rota où d'un seul coup j'avais le moins de points de vie. Et puis j'ai commencé à faire plein de synergies dans mon deck. Et les gars étaient là, ouais, mais attends. Et j'ai dit, bah, vous pouvez pas m'attaquer. J'ai le moins de points de vie. Vous allez pas m'attaquer maintenant. Hein? Vous respectez la règle. Donc voilà. Du coup, j'ai l'impression que les règles maison, il y a des fois où on peut tellement en abuser à son avantage. Enfin voilà, typiquement, hein, ne pas attaquer celui qui a le moins de points de vie, t'es là. Ouais, mais en fait, à partir du moment où il s'est pris une grosse baffe et que derrière les autres sont encore loin au-dessus au niveau du point de vie, bah pendant ce temps-là, le mec il peut faire tout ce qu'il veut, quoi. Et c'est pas comme ça que le commandeur fonctionne, parce qu'il faut évaluer la menace non pas uniquement vis-à-vis des points de vie, mais vis-à-vis de tout le board en général. Voilà. Donc du coup, faut faire attention aux règles maison qu'on produit. Donc non, j'en ai pas, parce qu'il y a aussi un autre élément. Je vous parle de commandeur ici, donc du coup, il faut que je joue en commandeur. Alors, c'est pas une obligation, j'adore le format, voilà, je le sens pas comme une obligation, mais il faut aussi que je joue selon les règles établies. Je veux dire, si je commence à dire, je joue en commandeur, mais on est à 60 points de vie et pas à 40, ben je vous parle pas du même format, en fait. Et c'est pareil, si je vous dis, on a des règles maison pour pas mal de choses, le seul truc qu'on peut avoir éventuellement, mais c'est pas une règle maison, c'est plus un accord tacite, mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, je vous en parlerai. Mais c'est... comment dire, j'ai pas de règles parce que je suis obligé de vous parler du format tel qu'il est à la base, aussi. Donc si je commence à altérer le jeu et à dire oui, alors on a telle règle, telle règle, telle règle, et en plus il faut essayer d'être le plus précis possible dans ces règles maison, parce que du coup, comme je vous ai dit, hein, le moins de points de vie ne veut pas forcément dire qu'on est en mauvaise situation. Je veux dire, Yogg-Sabull me fait perdre des points de vie. Il y a d'autres commandants qui nous font perdre des points de vie et qui utilisent les points de vie comme ressources. Donc du coup, ça veut dire que plus on fait fonctionner notre deck, moins notre point de vie, donc du coup, moins on peut nous attaquer. Donc voilà, c'est ça aussi. Nemric qui demande si tu avais le choix de designer une carte pour notre format, ça serait quoi? Probablement une carte blanche pour essayer d'équilibrer un petit peu. J'ai une idée. Une créature qui a le vol, qui est 2-2, qui coûte 3 ou 4 mana, probablement. Qui a une capacité activée pour 3 dont un blanc, qui donne le vol à une créature ciblée. Et quand elle attaque avec au moins deux autres créatures, donc du coup un bataillon,
vous pouvez du coup soit piocher une carte si un adversaire a plus de cartes en main que vous, soit aller chercher un terrain de base et le mettre en jeu engagé si un adversaire a plus de terrain que vous. Voilà. En gros, je pense que ça serait ça. Alors, je sais pas si c'est 3 ou 4 mana, c'est équilibré. J'aime bien le fait aussi de donner de l'évasion dessus. Voilà, dire, écoute, il y a moyen de donner de l'évasion pour que tu puisses voler, en fait, et du coup déclencher la capacité. Le fait qu'il y ait restrictions, le fait qu'on touche à la pioche et aux rampes, qui sont deux éléments qui sont un peu faibles en blanc en commandeur. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Faudrait voir un petit peu les coups, l'équilibre au niveau de la force, l'endurance, tout ça. Mais je suis plutôt content. Peut-être un griffon pour ça, un griffon de soutien. Voilà. Raccoon Boy, Raccoon. À partir de quand un joueur peut-il se dire d'aller à un GP? Alors c'est le main event, donc du coup l'event Grand Prix, je pense, enfin, tu peux y aller pour le fun, hein, toujours. Je veux dire, à partir du moment où tu connais comment fonctionne Magic, tu peux y aller, mais ne pense pas que tu vas réussir à faire un jour 2 ou à te rembourser. Moi par exemple, j'ai fait plusieurs Magic Fest, les Grands Prix, les main events. Je me suis pas souvent, je me suis pas souvent dit ouais j'ai moyen d'arriver au jour 2 quoi. Le premier si, mais les suivants non. Du coup, sur un main event, je pense qu'il faut connaître suffisamment le format dans lequel tu veux jouer. Je déconseille définitivement le limité. Parce que le limité, en fait, à partir du moment où, même si t'es un très bon joueur, hein, je veux dire, si t'as un pool de cartes qui est pas terrible, t'auras systématiquement moins de pourcentage de chances de gagner. Même si, techniquement, t'es plus à ton avantage si tu connais bien le format, si tu sais très bien jouer à Magic. Voilà, tu compenses un peu, mais tu peux pas tout compenser, quoi. Je veux dire, si t'avais eu un bon pack et que t'es en même temps un bon joueur, t'auras probablement explosé les statistiques. Donc voilà. Du coup, je déconseille le limiter, mais si tu vas en construit, en fait il faut juste connaître le format, il faut connaître ton deck à fond, c'est pas juste j'ai net decké la veille pour le lendemain, et puis voilà quoi, t'es là, non, il faut absolument que tu connaisses ton deck, que tu aies eu le temps de le pratiquer, de faire les ajustements, etc. Et que tu connaisses la méta aussi, c'est-à-dire que tu saches quels sont les decks qui sont joués, etc. Comment réagir du coup en fonction, si ton sideboard est bon, etc. Voilà, je suis pas un expert dans ces formats-là, mais voilà, je m'y connais un petit peu quand même. Et du coup voilà, je pense que pour un main event de Grand Prix, oui, en effet, ça serait les prérequis, quoi. Vraiment être prêt dans le format dans lequel tu vas jouer. Par contre, pour les autres événements, écoute, c'est pour venir dans la command zone, tu peux y aller à la cool. Je veux dire, tu peux avoir juste ton préconstruit et puis jouer pour le fun, avec des gens qui sont à peu près au même niveau, tout ça. Derrière, si pour les autres événements, t'as du draft à côté qui fait à la cool aussi, donc à partir du moment où tu sais comment drafter, comment jouer Magic, vas-y, quoi, voilà, c'est simple. Et puis pareil, t'as des side events qui eux sont un peu plus avec des lots un peu plus conséquents. Et je pense que c'est juste, voilà, si tu connais bien les formats, si tu connais un peu le format, tout ça, et que t'as envie de jouer, vas-y, let's go, quoi. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête aussi, il faut aussi apprécier le fait de dire, voilà, je connais Magic, pas forcément à fond, mais j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de passer un bon moment avec d'autres joueurs de Magic, j'y vais, quoi. Puis bon, petite table de draft, au moins ça nécessite pas que t'aies des grosses cartes, etc. Deuxième question de Raccoon Boy. Ta combinaison de couleurs préférée? Du coup on a Izet et Simic, parce que j'aime bien le bleu, mais j'aime bien les combinaisons en fait de ces couleurs là. Après j'aime globalement toutes les combinaisons, sauf peut-être une ou deux. Mais voilà, c'est globalement, ouais, j'aime bien tout ce que les combinaisons peuvent apporter au format. Et le next qui demande qu'est-ce que tu attends de Commander Legends, quels archétypes combinaisons de couleurs de Commander, à la fois ce qui serait réaliste et des souhaits complètement impossibles. J'attends absolument rien de Commander Legends. Je déconne. J'attends pas grand chose de Commander Legends. Ce que j'aimerais en fait c'est, il y a plusieurs possibilités. J'aimerais qu'on ait des commandants en fait qui soutiennent des anciennes mécaniques. Par exemple l'énergie, on en parlait, ou les indices, voilà. Les indices, des mécaniques plus anciennes en fait dans lesquelles on n'a pas eu de commandant dédié. Mais le problème, c'est que du coup, ça voudrait que le set Commander Legends devrait contenir également des cartes qui ajoutent, en plus à côté des commandants, à cette stratégie-là. Parce qu'il nous faut plus de soutien, c'est pas juste un commandant qui nous manque, c'est vraiment du support pour la stratégie en commandeur. Donc du coup, ça va être compliqué. Donc je me dis, ça pourrait être envisageable, mais pas non plus... Enfin, je m'attends pas non plus à en voir des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc bon. Ensuite, les archétypes, les combinaisons de couleurs. Je pense que honnêtement, vu qu'on a, je sais plus combien, 70 nouveaux commandants qui vont pop, je pense que toutes les combinaisons de couleurs vont être abordées quasiment au moins une fois, que ce soit en monocolore, bicolore, tricolore, 4 couleurs, 5 couleurs, ou incolore, pourquoi pas. Donc je veux dire, je vais pas m'attarder là-dessus. Et l'avantage c'est que du coup, avec 70, enfin plus de 70 nouveaux commandants,
actuellement, bah, on peut très bien avoir un commandeur très classique dans les mécaniques de la combinaison, et un autre qui va dans une nouvelle direction. Et ça, c'est ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est que Wizards nous propose des cartes qui sont, d'un côté, très classiques dans leur combinaison de couleurs, et de l'autre côté, des cartes qui innovent en fait dans de nouvelles directions. Voilà, je pense par exemple le noir-vert artefact. On n'a qu'un seul commandant qui fonctionne réellement en noir-vert artefact. Je pense à Glissa. Et du coup, bah, voilà, pourquoi pas avoir de nouveaux éléments comme ça qui disent bah tu joues bleu-rouge aggro, bon, on a déjà eu plus ou moins le truc, mais voilà, enfin, je répète des trucs déjà existants, hein. Mais voilà, des trucs vraiment originaux pour les combinaisons de couleurs. Et ça, c'est le seul truc que j'attends, en fait. Je commence pas à me dire, alors oui, il faudrait qu'il design ce commandant-là, avec parce que je suis pas quelqu'un qui commence à spéculer, à me dire, je veux ça, 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 ça. S'ils le font pas, c'est pas bien. Je veux dire, s'ils font ce que j'ai demandé là actuellement et juste qu'on ait du bon pour l'existant et des nouvelles choses intéressantes pour le format, pour moi, ce sera largement suffisant. C'est le seul truc. Mais si jamais, voilà, ils innovent pas dans de nouvelles choses et qu'ils font juste des nouvelles cartes qui sont un peu plus intéressantes, qui proposent du power level un petit peu différent, bah écoute, ok, moi je serais content déjà. On a déjà de nouveaux commandants qui vont arriver, donc voilà. Donc, soyez pas trop dans l'attente de dire « Ouais, oh mon dieu, Commander Legends, ça va être le fantasme absolu des joueurs de Commander. » T'es là. Non, on n'en sait rien encore, en fait. On sait juste qu'on va avoir le droit à une chier de nouveaux commandants, que je vais en baver pour faire les vidéos. Et... oui, ça, on le sait. Et du coup, que voilà, il va y avoir des possibilités, de nouvelles ouvertures dans les plans de jeu, etc. Mais... il faut pas non plus trop en attendre et commencer à se cibler en disant « Oui, il faut qu'il y ait ça, 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 précisément. » Burt, que penses-tu des mulligans Game Nights, mulligan jusqu'à avoir une main potable mais pas trop OP, penses-tu que cela peut maximiser le fun des parties? Alors on parlait des règles custom, je pense que ça en fait pas vraiment partie, parce que c'est plus, comment dire, sur le moment, et nous on le fait en fait, alors pas pour la table de commandement, on l'a fait uniquement pour Nassim à la première game, parce que il a eu pas de bol, je veux dire, il nous a montré les mains à chaque fois, 5 mains sans terrain, t'es là, ok d'accord, Nassim, qu'as-tu fait avec ton deck? Et de l'autre côté, je pense que, ben, enfin, dans les parties fun, oui, mais il faut que comment dire, il faut que les personnes n'en abusent pas non plus. Je veux dire, c'est par exemple, je montre ma main, j'ai pas de terrain, t'es là, ou j'ai un terrain, c'est la troisième main que je pioche, je suis là, bah ok, vas-y, reprends à 7, parce que sinon, le problème c'est que, avoir un mec qui commence par exemple avec un mulligan à 5 ou à 4, t'es là, par rapport aux autres qui sont tous gardés à 7, ouais, en effet, je peux comprendre que là, il faut que tout le monde puisse avoir du fun. Et avoir un joueur qui pourra pas jouer parce qu'il a commencé avec un mulligan très bas, c'est pas bon, quoi. Voilà, ça va pas aider la personne, il va juste se faire chier, il va juste en avoir marre, et vous, vous allez pas apprécier non plus la game. Donc voilà, je pense que oui, en effet, ça augmente le fun des parties, voilà, quand on le fait à la cool, tout ça. Et le next, que penses-tu des plans de plane chase en format EDH, plutôt chacun son deck, ou plutôt un deck de plans pour toute la table? J'adore le plane chase, c'est un de mes formats préférés. J'ai le plane chase anthologie qui est là-haut au-dessus des tapis, vous voyez pas. Je l'avais littéralement réservé quand ils l'ont annoncé, parce que j'ai pas pu acheter plane chase à l'époque, puisque j'ai commencé juste après. Bon, voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup le format plane chase. J'ai joué sur Magic 2013, le jeu PC, que j'avais acheté exprès pour. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup plane chase. Je trouve que ça rapporte vraiment du fun. Ça ralentit ou ça accélère les parties. Ça fait fonctionner les decks un petit peu différemment. Mais c'est aussi pour ça que je préfère qu'on ait un deck de plans pour toute la table. Vous pouvez enlever certains plans qui vous semblent pas intéressants évidemment, ou qui sont trop plombants pour la game, tout ça. Mais chacun son deck de plans. Le problème c'est que ça devient un petit peu... J'ai un deck que je joue avec un deck de plans que j'ai prévu exprès pour. Du coup c'est très calculé, très stratégique. Et je préfère quand c'est pas mal aléatoire. Il faut que ce soit fun en fait. Bambichon. Alors là, on attaque les questions qui parlent de l'arbitrage. Pourquoi es-tu devenu judge? Pourquoi je suis devenu judge? C'est très lié à mon histoire perso. En fait, du coup, comme je vous ai dit, à Univers Parallèle, c'était ma seconde maison. Donc à Toulouse, j'allais souvent là-bas, voilà, tout ça. Et en fait, les FNM, tout ça, bah, je filais un coup de main régulièrement en fait pour organiser le truc, voilà, distribuer les boosters, voilà. C'était vraiment sympa. Et du coup, au bout d'un an, alors pas au bout d'un an là-bas, mais au bout d'un an, en fait, j'avais déjà parlé avec un des arbitres niveau 2 de la région, et je lui ai dit, écoute, il m'avait dit, oui, bah écoute, l'arbitrage, tout ça, il m'avait raconté, il m'avait donné les documents pour pouvoir me former, et quand je l'ai recroisé, je suis pas sûr de pouvoir le passer, et il m'a fait passer le test, et je l'ai réussi, direct.
Voilà, comme ça. Il m'a fait passer à l'arrache, hein, littéralement. Il m'a dit, tu veux le passer? J'étais là, bah ok, et voilà, et je suis passé arbitre. Mais je suis devenu judge, en fait, parce que je m'intéressais, enfin... Quand j'ai fait mon premier Magic Fest à Barcelone, c'était un grand prix encore à l'époque, c'était sur Ténèbres sur l'Istrade, oui, j'en parle de temps en temps. J'ai vu les judges pour la première fois en action à grande échelle, quoi. Parce que j'avais déjà vu des judges, il y en a beaucoup à Toulouse. Je les avais vus en activité sur des petits événements, à un ou deux. Mais là, je veux dire, quand tu as toutes les équipes, que tu vois comment ils fonctionnent, que tu les rencontres et que tu discutes avec eux, et parfois qu'ils viennent de loin, hein, je veux dire, on avait eu une judge qui venait de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et donc voilà, c'était vraiment discuter avec eux, et puis juste voir comment est-ce qu'ils étaient carrés et tout, et qu'il y avait un côté très humain et très sympathique, tout en étant aussi une forme d'autorité, un pilier de la communauté, quoi. Et ça m'a beaucoup inspiré, j'étais admiratif en fait de leur travail, et me dire bah j'aimerais bien moi aussi apporter en fait aux joueurs et juste être là pour les joueurs en fait et pour la communauté, et être là aussi pour les boutiques, quoi, parce que je sais que dans ma boutique il y en avait aussi des judges L1. Malheureusement il y en a certains qui jouaient plus à Magic, donc du coup ils venaient moins souvent, on en a un qui s'est mis à bosser, qui a dû travailler, donc du coup il bossait le soir et du coup il pouvait plus venir pour les FNM. Donc voilà, je me suis dit, je vais devenir judge et j'ai envie d'aider la boutique, j'ai envie d'aider la communauté, d'être efficace en fait, de dire, voilà, j'ai réussi à accumuler les connaissances suffisantes pour aider à l'organisation des événements et pour être là pour aider la communauté, pour être là pour aider la boutique. Voilà. Et pourquoi pas, même plus tard, faire des gros événements et tout, être au milieu d'une équipe et travailler en équipe. J'aime beaucoup le travail d'équipe, il faut le savoir. Même si je suis tout seul ici, j'aime beaucoup le travail d'équipe. Donc voilà, je suis devenu judge en fait pour les autres. Parce que j'avais envie de leur apporter quelque chose et de leur donner de mon énergie, de mon temps et de mon envie pour Magic. Voilà. Un peu comme ici en fait. Elnadris qui me dit, feras-tu une émission sur la formation de judge et tes expériences dans ce domaine? Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Après ça s'éloigne encore une fois plus du commandeur, mais bon, je veux dire, si j'ai du temps disponible, pourquoi pas en enregistrer une fois de temps en temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes expériences dans le domaine, elles sont beaucoup basées sur l'échelle locale. C'est-à-dire que vous voyez les judges, parfois, très souvent, dans les gros événements, vous dites « Ah, Magic Fest, il y en a partout et tout ». Mais on sert beaucoup à échelle locale, et moi, je me suis centré beaucoup là-dessus, en fait. Dire, voilà, je suis là pour aider les boutiques, à échelle locale, sur Reims, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu le truc qui me caractérise. J'ai fait très peu de gros événements, j'en ai fait quelques-uns. Deux ou trois, oui, trois, j'ai un doute. Voilà, j'ai eu des expériences un petit peu particulières aussi dans le domaine de l'arbitrage, parce que j'ai aidé à des... comment dire, à la structure même de la Judge Academy. Enfin voilà, structure même, j'exagère un petit peu. Mais voilà, j'ai aidé un petit peu à la transition. Et bon, du coup, voilà, j'ai aidé dans l'organisation, tout ça, entre les arbitres. Donc oui, pourquoi pas, mais voilà, c'est... Je pense pas forcément être un des gros arbitres. Peut-être que je pourrais aussi partager des expériences d'autres arbitres, si vous le souhaitez. Dire voilà, je fais des petites interviews avec des arbitres que je connais, qui sont plus expérimentés, tout ça. J'en connais quelques-uns déjà, donc oui, c'est possible que je puisse faire ça. Fjord, coucou Fjord, qui me pose des questions alors qu'il est arbitre niveau 2. C'est notre judge en chef sur le Discord. Comment fait-on pour devenir judge L1? Quels sont les prérequis? Comment mettre ton... Alors, attendez, on va le faire à la fois. Comment fait-on pour devenir judge L1? Techniquement, on a Judge Academy, qui est la nouvelle structure qui nous accueille depuis, ouais, allez, un peu moins d'un an, puisqu'on a commencé en octobre, oui, voilà, un petit peu moins d'un an, qui nous accueille et qui, du coup, gère, en fait, l'arbitrage de Magic. C'est plus Wizards qui s'en occupe, on est indépendant maintenant. Du coup, ils ont un site web, judgeacademy.com, il me semble, et dessus... vous avez du coup des tests à parcourir en fait. C'est des petits cours en fait en vidéo, alors en anglais, mais il y a également les traductions en français qui existent. Vous avez également tout le script en fait qui est disponible. Et vous pouvez suivre les cours. Vous avez ensuite des tests à passer pour chacun des cours que vous avez suivis. Et quand vous arrivez à la fin d'une catégorie, donc on a la partie règles, qui est assez longue, on a la partie gérer un événement, et on a la partie gestion de la communauté, en fait. Parce que Judge Academy l'a beaucoup mis en avant. On n'est pas juste là pour arbitrer un événement, on est là aussi pour faire partie de la communauté et faire vivre la communauté à échelle locale. C'est très important. Du coup, voilà, on a ces trois parties-là, ces trois catégories-là à faire. Il y a pas mal de cours à suivre, mais globalement, c'est pas très long. Donc voilà. Et ensuite, on a le gros test, le test final du L1. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'endorsement, c'est-à-dire, en gros, un petit texte de la part d'un judge de level 2 ou plus,
qui dit « Écoutez, cet arbitre-là, je le suis depuis un petit moment, je suis au courant de ce qu'il fait, je l'ai déjà vu sur des événements éventuellement, j'ai discuté un peu avec lui, voilà, ça me paraît être un candidat tout à fait sérieux, et du coup, je suis pour le fait qu'il passe niveau 1. Et là, à partir du moment où vous avez réussi le test de niveau 1, qui est voilà, assez complet, mais pas non plus trop complexe, et que vous avez eu l'endorsement, et ben techniquement, vous pouvez du coup accéder au niveau 1 en payant la licence aussi de niveau 1. Voilà, oui, puisque maintenant ça fonctionne comme ça, parce que c'est une entreprise qui nous gère. Donc voilà, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Mais bon, vous êtes compensé par voilà, par les foils tous les 6 mois. Donc voilà, ça se fait sans problème. Donc voilà, les prérequis, donc du coup, alors il me semble, j'ai un doute, hein, la Fjord, je suis désolé de ne pas avoir fait plus de recherches que ça, parce que bon, les prérequis, je les remplissais à fond, il me semblait. Il me semble qu'il faut avoir plus de 18 ans. Parce que bon, être judge avant, c'est un petit peu compliqué, il y a une question aussi de présence et d'autorité, donc même si c'est pas le cas, que c'est pas un prérequis, je le conseillerais pas à quelqu'un qui est très jeune, donc voilà, qui est pas majeur surtout. Ensuite, il me semble qu'il ne faut pas avoir été banni de Magic du tout. J'ai un doute. Bon, du coup, évidemment, faut pas que tu aies été banni actuellement de Magic, que voilà. Mais il me semble qu'il faut pas du tout avoir été banni, avoir eu de sanctions de la part de Wizards direct. Voilà, mais il me semble que c'est juste ça. Après, les prérequis, voilà, bon, il faut juste... voilà, je vous invite à aller voir sur Judge Academy plutôt directement. Comment mettre en œuvre ton expérience au profit des candidats? Alors, mon expérience à moi, elle me dit que, pour moi, un candidat idéal pour être arbitre, c'est un candidat qui se remet en question, qui est curieux. Donc du coup, parce que oui, se remettre en question, oui, parce qu'on n'arrête jamais de se former en fait en tant qu'arbitre, parce qu'il y a des nouvelles règles qui arrivent, il y a des nouveaux éléments qu'on doit vérifier à chaque édition, si jamais vous voulez passer à un niveau supérieur, ou juste vous perfectionner en fait dans l'apprentissage des règles pour pouvoir aider les autres judges éventuellement, même en restant niveau 1, mais en fait on continue d'apprendre en fait. Il faut être curieux parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le milieu arbitral, on dirait pas de l'extérieur, mais je veux dire, on publie énormément de documents, juste nous, parce qu'on a envie de discuter autour des règles, autour des situations qu'on a vécues. Et c'est bien d'être curieux, en fait, de regarder, de lire autour de tout ça. L'autocritique, enfin voilà, elle est très importante aussi, parce que il faut se rendre compte des erreurs qu'on fait ou des choses qu'on peut améliorer, et essayer d'être un maximum objectif sur soi-même, ce qui est parfois très dur. Des fois, il y a des joueurs, enfin des candidats qui sont très durs par rapport à eux-mêmes, d'autres qui sont trop confiants, et du coup, ben voilà, trop dur, ça peut, enfin tant que la personne est quand même motivée en étant suffisamment dure avec elle-même, ça peut être bénéfique, mais être trop confiant malheureusement, ça peut souvent se révéler trop, enfin ça peut être un énorme problème. Après voilà, mon expérience c'est juste y aller à la cool, je veux dire on est là pour le plaisir avant tout. Moi j'ai une vision de l'arbitrage, même si je sais que voilà, on a tous des raisons différentes d'être arbitre, mais voilà, moi je le suis parce que je voulais le faire pour la communauté et apporter quelque chose avec ce que je pouvais faire. Voilà. Quelle mentalité faut-il? Bah du coup je l'ai dit, voilà, pour moi c'est la même chose. Quelle est la manière d'aborder une situation d'un judge? Pour moi le judge ça doit être quelqu'un qui, à la fois c'est une forme d'autorité parce qu'il connaît les règles et généralement c'est lui qui organise l'événement, enfin c'est la boutique qui organise l'événement, mais techniquement c'est lui qui prend en charge le déroulement de l'événement. Donc du coup ça va être une forme d'autorité mais aussi quelqu'un d'accessible. On a besoin d'être très humain en fait quand on est judge. Parce que même si bon voilà, hein, il faut pas taper la discute et faire comme si c'était ton pote à chaque fois. Bon après si vous êtes entre potes pour un événement, ok, d'accord, je peux comprendre. Mais là voilà, il faut quand même que les joueurs se sentent en confiance, qu'ils savent que tu es là pour faire en sorte que quand t'arrives, clac, tu poses des questions, tout ça, t'es gentil, qu'ils sentent en confiance et en même temps qu'ils savent que t'es là pour régler une situation problématique de la meilleure façon qui soit pour la partie et pour les deux joueurs. Voilà, c'est vraiment on est là pour être ouvert un maximum et dire écoutez, je suis là pour vous écouter, d'accord, ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, ok, on va essayer d'arranger ça, hop, on réfléchit, on retrouve les règles s'il y a besoin d'une précision de règles, voilà, je veux dire, je pense que montrer qu'on est efficace et qu'on est là pour aider les gens et pas juste pour les réprimander, c'est le plus important pour moi. Voilà, ça c'est la façon dont je vois le fait d'aborder une situation de judge. Après, quand il y a des conflits, tout ça, il faut vraiment dire, ok, je peux être une forme d'autorité, je peux gérer les situations complexes. Voilà, c'est aussi ça, en fait, on a un rôle où on doit pouvoir gérer un peu les multiples facettes de quelqu'un qui va être là pour faire le médiateur. On est là pour être agréable, sympathique, mais aussi pour pouvoir être dur le moment où c'est venu. Enfin, dur, voilà quoi, serrer la vis, quoi. Bref.
J'ai déjà eu plusieurs sons de cloche différents d'un judge à un autre sur une question. Pourquoi est-ce que cela arrive? Qui croire et pourquoi? Alors, on avait eu un exemple, je vais pas vous en parler plus en détail parce que c'était extrêmement long. Mais du coup, la personne en question était allée voir un autre judge, enfin, avait appelé un autre judge au téléphone alors qu'il n'était pas sur place, c'était là donc ok, c'est pas terrible. Et puis en plus, il en avait reparlé avec un autre judge L3 à un autre événement, un Magic Fest derrière, donc du coup, il a emmerdé la personne en question. Il a emmerdé encore un autre L3. Et t'es là, ok, alors écoute, il y a un moment où il faut lâcher l'affaire aussi, quoi. Je veux dire, un judge. Alors pourquoi est-ce qu'on a des sons de cloche différents? Le problème c'est, généralement sur un même événement, les judges vont vous donner plus ou moins le même ruling. Sauf s'il y en a un qui se plante, voilà. Mais ça arrive de se planter, je veux dire, on est tous humains, c'est pas parce qu'on est judge qu'on est des machines. Je suis pas une machine, regardez. Voilà, pas une machine. Donc, ça nous arrive de nous planter. Après, bon voilà, il faut pas non plus dire ouais, attends, le judge il s'est planté, tout ça, enfin bon, voilà, c'est... Ok, il s'est planté, ok, mais bon, sur le moment, le ruling a été appliqué, tout ça, la décision a été faite, c'est tout. Il y a un moment, il faut passer à autre chose. Derrière, pourquoi est-ce qu'on a des sons de cloche différents? Parce que des fois, on a des situations qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire, enfin, on a souvent, en fait, des situations exceptionnelles, parce que, enfin, la plupart du temps, on est là, oui, bah, on nous donne des petits rulings à deux ronds, je veux dire, on explique des cartes, tout ça, c'est pas compliqué. Mais il y a des moments, en fait, où on est dans des situations tellement exceptionnelles qui sont pas inclus, qui sont pas envisagées par les règles et comment gérer les situations, que du coup, bah on est là, bah écoute, il faut adapter en fait ce qu'on sait pour que la partie se déroule du mieux, enfin le mieux possible. Et bah justement la situation qu'on avait là, dont je vous ai parlé, le mec avait pris un game loss. Voilà, il a perdu la partie sur le moment parce qu'il avait fait vraiment une grosse boulette et qui avait altéré de manière impossible à remettre en place le déroulement de la partie. Oui, à ce point-là. Et du coup, bah t'es là, bah oui. Moi, enfin l'arbitre m'en parle et je dis bah oui, pour moi c'est logique quoi, vu comment ça s'est passé, ok. Mais le problème c'est que le joueur, comment est-ce qu'il va présenter la situation à quelqu'un d'autre, un autre arbitre, et ben là pour le coup, t'es là, bah oui, mais selon comment vous le présentez, et surtout que l'arbitre en question n'était pas présent sur place, parce que ça se trouve, vous le présentez de manière très factuelle, mais aussi dans les faits, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'attitude du joueur, je veux dire, la personne qui est en faute, qui a fait une erreur, bah derrière, elle peut très bien être extrêmement désagréable et tout, et vraiment pas vouloir aider l'arbitre dans son sens, et réclamer, râler, etc. Et je veux dire, à ce moment-là, en fait, ça influe aussi sur la décision de l'arbitre, parce que si lui, il est là juste pour vous aider, pour essayer de régler la situation, et que vous commencez tout de suite à dire « Ouais, non, mais attends, je suis pas d'accord, tout ça », et à commencer à râler, je veux dire, ça va pas lui donner envie de vous aider vous, et d'essayer de régler la situation du mieux possible. Alors, je veux bien, normalement, on est censé être objectif un maximum, mais je veux dire, quand un joueur se comporte mal dans un événement, c'est aussi, ça nous arrive aussi d'être un petit peu agacé, quoi. Voilà. Ou quand un joueur a déjà fait des erreurs plusieurs fois, que tu as mis des warnings, tout ça, mais le joueur va peut-être pas forcément dire ouais non mais attends mais c'était pas pour la même raison. Bah oui évidemment que c'est pas pour la même raison. Bah, voilà. Mais du coup t'es là oui mais ça se cumule quoi. C'est pas juste hop à chaque fois que je reviens on annule ce qui s'est fait précédemment. Non on n'est pas on fait pas reset à chaque fois. C'est un cumul sur tout l'événement qui se déroule quoi. Donc le problème c'est que voilà on a des judges qui sont dans la situation qui seront les plus à même enfin sur le moment qui sont sur l'événement qui sont les plus à même de dire qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe. Et puis il y a d'autres personnes qui vont, enfin là, que vous pouvez demander un avis extérieur, et du coup bah t'es là, oui mais j'étais pas présent sur place. Moi, mon avis, ma façon d'être, c'est si jamais on me demande, oui mais attends j'ai ce ruling là sur ce genre de situation, écoute, à moins que ce soit un truc vraiment évident et qui est déjà bien établi en règles et que ça a été foiré, je dirais écoute, il s'est trompé, bon c'est pas grave, ça peut, voilà, hein, ça arrive, mais si jamais c'est un ruling très spécifique sur quelque chose qui est pas prévu par les règles, qui est vraiment très spécial, je dirais juste, écoute, moi, je n'étais pas présent sur place. Peut-être que je l'aurais fait autrement, peut-être pas. Ça dépend comment ça s'est passé, comment le reste de l'événement s'est passé. Mais pour moi, c'est lui qui était judge sur l'événement, c'est lui qui décide. Point. C'est aussi simple que ça. À un moment, il faut assumer ses décisions. Et du coup, il faut accepter que l'arbitre peut prendre des décisions qui sont parfois un peu mauvaises, mais qui n'en restent pas moins les décisions de l'arbitre. Cash qui demande, est-ce que tu penses que des formats comme le Brawl ou un Commander Pionnier est intéressant pour les nouveaux joueurs, pour les petites bourses ou pour les petites bourses ou pour une plus grande diversité? Alors le Brawl, non. Ne dites pas que le Brawl c'est un simili Commander, s'il vous plaît. Arrêtez. Parce que le Brawl, il y a la rotation. Et la rotation, le problème c'est que vous me dites, oui, c'est budget. Et je suis là, ouais mais non. Parce qu'en fait, c'est budget actuellement. Mais si tous les ans, à la rotation, tu dois réinvestir de l'argent dans ton format parce que du coup, ah bah d'un seul coup mon commandant il est plus valable, donc du coup là mon deck bah, il marche plus, il n'y a pas de commandant pour le remplacer, bah du coup je dois tout déconstruire, et je dois tout reconstruire un autre commandant. Et t'es là,
je veux dire, littéralement, j'ai des decks ici qui datent de il y a 3-4 ans, voilà. Je veux dire, littéralement, que j'ai depuis 3-4 ans. D'autres que je... Attends, je l'ai peut-être... Bah non, oui, mais attends, mon deck de Duel Commander, bah voilà, par exemple, je les ai depuis 5 ans, quoi. Je veux dire, depuis 5 ans, j'ai des decks qui sont là, que je possède, que j'améliore au fur et à mesure. Mais je veux dire... Alors, certes, j'ai peut-être dû faire un investissement au départ, dire, voilà, ok, j'ai dépensé un petit peu d'argent, mais, techniquement, derrière... Bah, je veux dire, voilà, j'ai pas eu besoin tous les ans de rechanger le deck, quoi. Donc du coup, pour moi, petite bourse pour le Brawl, c'est pas vraiment vrai. Un commandeur pionnier, je serais assez intéressé pour voir ce que ça donne. Ça ferait de la diversité, probablement, surtout qu'on a eu beaucoup de commandants qui sont sortis depuis Retour sur Ravnica, hein, comme je vous en avais parlé, puisque c'était les débuts du commandeur. Enfin, les débuts officiels du commandeur. Mais surtout, en fait, ce qui est dommage, c'est que Commander Pionnier, c'est-à-dire qu'on s'éjecte tous les produits spéciaux Commander, puisque du coup, bah, c'est pas valable Pionnier. Et je pense qu'en fait, on se retrouverait avec un Commander qui serait un petit peu plus faible. Et c'est dommage, parce que le Commander, en fait, pour en donner une définition, c'est un format dans lequel tu es extrêmement libre, parce que du coup, tu peux jouer toutes les cartes que tu veux. Voilà, donc... Elnadris qui demande, penses-tu que Wizards devrait faire un format simili-Commander pour Arena? Non, du coup, non. Et autre question, penses-tu que les formats hors standard et historique devraient avoir un accès sans devoir payer de gemmes ou de pièces sur Arena? Alors, le commandeur n'arrivera jamais sur Arena, si vous n'êtes pas au courant, à moins qu'il y ait un changement radical, parce qu'en fait, alors ça j'en ai entendu parler plusieurs fois, le client de Arena a été codé pour du 1v1 et pas pour du multijoueur, donc du coup pas de troll de tête, pas de commandeur. Désolé. Et là il faudrait refaire le client à 200%, mais du coup ça voudrait dire, ok, on va avoir un petit problème. Voilà. Après, le pionnier, on l'aura probablement sur Arena à un moment. Le moderne, peut-être un jour. Le vintage, le legacy, c'est mort. Le commander aussi, parce que, en fait, il y a tellement d'interactions. Enfin, c'est le problème. C'est que Magic est un jeu tellement complexe où il faut prévoir les interactions des cartes anciennes avec les cartes nouvelles. Et du coup, enfin, je pense qu'au niveau, du, enfin, de comment le jeu est codé, je suis pas un expert hein, du tout. Mais je pense qu'en fait, ça demande tellement d'interactions et de données, en fait, sur comment ça fonctionne, que du coup, enfin, à mon avis, ce serait juste un pétage de plomb énorme pour le jeu, quoi. Ce serait des données assez énormes, et beaucoup de temps de coding pour avoir accès à ces formats-là. Je pense que déjà, le pionnier, on sera content. Le moderne, j'y crois pas du tout pour le moment, vraiment à moins que ça soit dans 10 ans. Mais après, et les autres formats, c'est niet, ça n'arrivera jamais. Donc voilà. Après, est-ce qu'il devrait avoir un accès à sans devoir payer de gemmes ou de pièces? Je pense que le mieux serait de faire en fait des drafts, des flashback drafts, comme ils font sur MTGO, et dire voilà, vous gardez les cartes à la fin. Voilà, tu fais comme un draft classique et tu te dis, écoute, on va faire un draft classique sur Teros, le premier du nom, ou sur Khans of Tarkir. Et là, du coup, tu peux tester le format draft de l'époque, et en plus, derrière, tu peux garder les cartes à la fin. Et voilà, ils s'en sortiront tout aussi bien. Thorgrim, pourquoi les bans ça existe? Et oui, on va rentrer dans la section des bans, parce que vous avez posé beaucoup de questions par rapport à ce que je pense de la banlist et de comment fonctionne le commandeur. Pourquoi les bans ça existe? Ben parce qu'en fait, il faut réguler le format. À un moment, Yona elle était bannie parce que c'était pour le fun, pour les decks casu, les niveaux casu, parce que évidemment, je veux dire, c'est pas au niveau compétitif que vous allez voir une Yona, enfin, ou du moins très peu. De l'autre côté, voilà, machine paradoxale, flash, ça a été banni parce que ben il fallait les enlever du compétitif, que le format soit un petit peu plus... Enfin, du coup, ouais, on se trouve pas dans la situation que je disais tout à l'heure avec un deck qui domine absolument au-dessus de tout, même si on n'a pas les données statistiques comme Wizards les a pour les autres formats. Là, on a ce système quand même de dire, écoute, on a entendu beaucoup parler de ce deck, apparemment il win très souvent, donc du coup, peut-être que ça serait une bonne idée de changer et d'enlever cette carte-là. Voilà. Et du coup, bah, le format reste globalement assez équilibré, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que les bans existent. Tentacule, pour ou contre la suppression de la réserve liste et pourquoi? Absolument contre, parce que sinon Wizard s'effondrerait. Vraiment, je ne plaisante pas, hein. Je veux dire, quand tu fais une promesse officielle en tant qu'entreprise à tes clients, tu es tenu de la... Enfin, tu es tenu de la... tu es tenu de la tenir. Voilà, tu dois la tenir, absolument. Mais du coup... La reserve list, c'est pas un problème en fait. Le problème principal que vous avez avec la reserve list, c'est par exemple les bilans d'originaux. On va en reparler un petit peu après. Mais c'est par exemple les bilans d'originaux qui sont beaucoup trop chers, etc. Mais la reserve list, il faut qu'elle reste en place en fait. Parce que c'est une promesse que Wizards a fait, et surtout ça montre que Wizards prend en compte l'avis de ses clients en fait, de nous, de ses joueurs. Et c'est important.
si cette promesse-là, elle est brisée, en fait, c'est pas... Parce que du coup, ça veut dire que ils peuvent juste nous dire n'importe quoi, et nous promettre des trucs, nous dire ok, on fait ça comme ça, et juste après ne pas le faire. Et ça serait un énorme problème à ce niveau-là. Après, il y a tout l'aspect juridique, etc. Je veux dire, moi je possède des cartes de la réserve de liste, pas les bilans, évidemment. Mais je veux dire, j'ai des cartes de la réserve de liste qui valent un certain montant d'argent. Certains qui coûtent que 2 euros par exemple. Mais je pourrais attaquer Wizard en justice, j'ai pas envie. Mais je veux dire, s'ils commencent à briser des promesses comme ça, je vais me dire, écoute, l'entreprise elle mérite pas que j'investisse plus que ça en continuant à acheter des cartes, à jouer à leur jeu, quoi. Voilà. Ça fait poser des questions énormément, mais je comprends le pourquoi les gens de la réserve de liste ils sont un petit peu vénères dessus, mais non, il faut qu'elle reste, quoi. Après, on va reparler des bilans juste après, hein. Tentacule, j'ai une autre question qui en parle plus précisément. Mais voilà. Après, la réserve de liste, elle contient des cartes tellement mauvaises, mais tellement nulles, et qui coûtent rien en plus, hein. Donc voilà. Et même, il y a des cartes qui sont très bien et qui coûtent que dalle. Je veux dire, j'ai acheté des cartes de la réserve de liste, là, encore récemment. On avait fait une carte du jour, c'était les chutes de Koshkun. Voilà, et ça coûte 2 euros. Je suis là, bah oui, écoute, je vais l'acheter. Ah oui, ah oui, je l'ai acheté parce que voilà, c'est bien et puis c'est cool. Et il y a plein de cartes comme ça qui sont super intéressantes. Et il me semble qu'il y avait une vidéo qui avait été créée par The Mana Source qui parlait des cartes de la réserve de liste qui sont pas chères du tout et qui sont intéressantes. Et j'en ai acheté quelques-unes par exemple. Voilà. John Doe qui demande si vous deviez rajouter ou enlever des cartes de la banlist, ce serait quoi? Absolument rien. J'ai un seul problème dans le format Commander actuellement, c'est la combo Sceptre Chronique et Inversion Dramatique. Parce que du coup, en fait, c'est pas... En fait, le problème, c'est pas les cartes en elles-mêmes, parce que je peux comprendre, ça donne des synergies, c'est une combo, c'est une forme de combo, il faut avoir 2 cartes dans le deck qui s'assemblent bien pour le faire. Donc ouais, ok. Mais le problème, c'est que je l'ai vu tellement jouer au Magic Fest de Strasbourg, où en fait, les gens étaient là, ouais, bah en fait, j'avais joué plusieurs événements là-bas, et à chaque fois, c'était... littéralement, ah ouais, mais non mais attends, écoute, je vais jouer Dramatic Scepter, et t'es là, ok, d'accord, paf, 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 et ouais, mais ton commandant il sert à quoi? À rien, j'avais juste besoin des couleurs. T'es là, putain. En fait, c'est ce que j'aime pas dans l'attitude de certains joueurs de commandeurs, c'est je prends un commandant, je joue du good stuff, et juste dedans, j'ai une combo qui me permet de gagner. T'es là, super mec, vraiment génial. Et du coup, enfin, t'es là, ça manque de... Le problème, c'est que pour moi, c'est les combos qui sont joués absolument partout parce que je peux les jouer, alors pourquoi je les jouerais pas? Et voilà. Et du coup, je bannirai pas les cartes, mais j'aimerais bien éduquer les joueurs pour qu'ils se disent il faut qu'il y ait un tout en fait, que le deck soit pensé comme un tout et pas juste j'ai une combinaison dans le deck que je vais aller chercher à chaque fois pour essayer de gagner. Parce que, je veux dire, voilà quoi, c'est pas intéressant. Donc bon, la banlist, je l'aime telle qu'elle est, je comprends tout à fait pourquoi les cartes sont dedans, et je les enlèverai pour rien au monde. Waze demande, y a-t-il une règle que tu voudrais avoir ajoutée, supprimée du format Commander? Absolument aucune, en fait, parce que j'aime comment est-ce que le poison est géré, parce que bon, c'est un truc un petit peu particulier qui est beaucoup mis en avant par les joueurs. J'aime comment est-ce que les dégâts de commandant sont gérés. Il y a peut-être un truc, c'était surtout vis-à-vis des statistiques qui ont été établies par Command Zone, vis-à-vis de leur épisode de statistiques. Je pense que probablement le premier joueur ne devrait pas piocher à son premier tour de jeu, vu qu'apparemment il y a quand même un avantage assez certain sur cet élément-là. Peut-être refaire des tests là-dessus, pour voir du coup si ça équilibrerait au niveau statistique les games. Vincent qui demande s'il y a un général que je voudrais avoir ban ou unban, pardon. Bah, il n'y a pas de généraux bannis en commandeur multi, je le rappelle. Et du coup, bah, comme je veux pas toucher à la ban list, bah voilà, du coup, ils sont pas intégrés, j'ai pas de commandant potentiel à déban. Sam Crow, pour ou contre le ban des bilans d'originaux? Alors là, c'est encore une fois un problème avec la réservée de liste, comme on en parlait tout à l'heure, c'est que le problème des bilans d'originaux, c'est pas qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont chers et qu'ils sont inaccessibles, qu'ils sont extrêmement... Enfin, c'est réservé de liste. Donc encore une fois, c'est... Comme du coup, ils sont très limités au niveau du nombre d'exemplaires, qu'ils valent de l'argent, que le prix augmente systématiquement parce que justement, ils sont réservés de liste et qu'ils ne seront jamais réimprimés, qu'ils sont joués dans le Legacy, dans le Vintage et en Commander, et bah du coup, les gens, ils sont là, ah oui, mais non, mais c'est pas possible et tout, on devrait les bannir en Commander. Bah en fait, l'impact d'un bilan sur une game de Commander, mais il est quasiment nul en fait, en comparaison avec, je sais pas, un Ravland ou les bilans de Bataille de Zendikar, ou même, je veux dire, ceux de Amonkhet, bon, eux qui se recyclent, qui arrivent systématiquement engagés, mais je veux dire, techniquement, si vous avez 2 basiques sur le champ de bataille, bah du coup, votre bilan de Bataille de Zendikar va arriver dégagé. Là, bah ok, mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a une autre importance, c'est les fetch.
les fetch vont vous permettre d'aller chercher les bilands. Sinon, bah voilà, tous les lands spéciaux qui existent, je veux dire, on a la tour de commandement, on a le verger exotique, on a Pass of Ancestry, pour ceux qui veulent jouer tribal. Je veux dire, on a plein d'éléments, en fait, plein de terrains qui nous permettent de produire plein de mana. Maintenant, on a des triomes qui arrivent engagés, mais qui font 3 couleurs de mana différentes, et qui sont en plus fetchables. Je veux dire, pour moi, c'est un petit peu ridicule de dire, oui, alors, voyez, les bilans et tout ça, faudrait peut-être les bannir. Bah non, en fait, pour ceux qui les ont, bah, tant mieux qu'ils les utilisent, mais pour ceux qui ne les ont pas, bah tant pis. Voilà, et c'est pas plus grave que ça. Je veux dire, on a les Checklands, on a les Battle Bond Lands qui sont vraiment géniaux pour le coup. On a encore plein d'autres lands spéciaux en fait qui font 2 couleurs de mana ou même plus, et qui sont vraiment bien dans le format. Alors pourquoi vouloir s'embêter avec les bilans? Je pense que les bilans, tu t'y intéresses en fait vraiment si t'es à un niveau CEDH et que tu veux vraiment optimiser le deck à fond. Et bon, c'est sûr que dans un 5 couleurs, ça ferait plus plaisir d'avoir les bilans plutôt que de devoir payer des points de vie pour que les Ravelands arrivent dégagés. Mais tant pis, je veux dire, c'est pas grave. La plupart des gens, je veux dire, je pense que j'ai dû voir dans toute ma vie de joueur de commandeur, bon je sais c'est un peu énorme dit comme ça, mais je veux dire j'ai peut-être dû voir 8 joueurs qui jouent avec des bilans dans leur deck, et encore, enfin il y en a un que je connais à la boutique qui les a en fait, donc du coup il les joue, mais il a des decks dans lesquels il les a pas mis, donc voilà, et ça fonctionne quand même, et je veux dire les autres, bah c'était une fois de temps en temps, ils avaient un bilan, et du coup ils se sont dit bah je veux quand même le jouer, tout ça, et c'était généralement compétitif aussi, j'en ai croisé pas mal en Magic Fest en fait, mais beaucoup en Magic Fest, voilà, mais qui jouent à des niveaux compétitifs, à des niveaux élevés. Mais je veux dire, enfin, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Donc du coup, je pense qu'il faut faire une croix dessus à un moment. C'est qu'il n'y a pas besoin de les ban, puisque déjà, le peu d'exemplaires et le peu de fois où ils vont être joués dans notre format, parce que bon, soyons honnêtes, ceux qui vont plus souvent les jouer, c'est les joueurs de Legacy et de Vintage, parce que là-bas, ils en ont un peu plus besoin, et qu'ils aiment bien la stabilité, tout ça, et les sous aussi. Bref, vous avez compris l'idée. Mais du coup, je pense pas qu'il y ait besoin de les ban, en fait. C'est juste que ils sont pas aussi forts que ça qui mériteraient un ban, et ils sont suffisamment peu accessibles que pour... Voilà, c'est juste le seul problème qu'il y a. Bon. Rackstein, pour ou contre la possibilité d'intégrer dans un commandeur les manas hybrides si au moins l'un des deux est de la couleur du commandant. Non, 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 non. Pourquoi? Ah, je vais m'expliquer. D'un point de vue judge, là je vais prendre le rôle d'arbitre à nouveau, il faut savoir qu'il y a 2 règles dans Magic qui parlent de... Enfin, qui influent du coup sur la couleur de la carte et l'identité colorée de la carte. Donc la couleur de la carte, c'est en fait tout simplement les différentes couleurs de mana qui apparaissent dans les symboles de mana du coup de lancement de la carte. C'est-à-dire bah, ici, bon, à l'exception des cartes voilà, qui ont du coup la petite pastille, etc. Voilà, dans certains cas particuliers. Et du coup, c'est simple. Si j'ai une carte hybride blanc-vert, elle est blanche et elle est verte en même temps. Elle n'est pas juste blanche ou verte. Elle est les deux en même temps. Si je dois définir l'identité colorée de mana, l'identité colorée en commandeur, c'est simple, ça va être, eh ben, écoute, tu prends la même donnée, le coup de la carte, du coup toutes les couleurs qui apparaissent dans les symboles des coups, et ensuite tu fais pareil en fait avec tout le reste du texte de la carte, excepté tous les reminder textes, les textes de rappel entre parenthèses. Voilà. Donc techniquement, tu regardes les symboles sur la carte, et boum, tu as l'identité colorée. C'est simple à expliquer. Pour les nouveaux joueurs, c'est simple. Et pour les... Enfin, même au niveau des règles de Magic, parce que du coup, si on modifie la règle d'identité colorée, on ne modifie pas que la règle d'identité colorée, parce que si le mana hybride est situé dans le coup de mana de la carte, ça veut dire qu'on change également la règle d'origine de Magic sur quelle est, en fait, la couleur d'une carte. Et la couleur d'une carte fait partie de l'identité colorée de la carte. Voilà. Donc du coup, techniquement, c'est impossible. Il faudrait changer les règles de Magic. Est-ce que Wizards va dire, bah non, je veux dire, ça fonctionne comme ça, c'est défini comme ça. Ça va pas être exceptionnel. Et puis surtout derrière, en fait, ce que ça me fait halluciner, c'est que c'est encore une fois le genre de situation où c'est un petit peu comme les Wish Effect, où on dit oui, il faudrait peut-être leur permettre de fonctionner et tout, faire un sideboard en commandeur. T'es là, oui, mais pourquoi? Parce que vous voulez jouer Karn, et parce que vous voulez jouer vos combos à 2 ronds. Voilà. Mais c'est encore une fois, on a quelques exemples de cartes qui seraient intéressantes à exploiter, et du coup les gens sont là absolument, ils veulent changer des règles qui sont simples à prendre en main pour les joueurs, parce qu'ils aimeraient pousser plus loin le format. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que le format il soit accessible. Je veux dire, si on vous dit que dans le format standard maintenant, la rotation elle est tous les 2 ans, mais uniquement s'il y a eu une année bissextile entre deux ou pas, t'es là... Voilà, je veux dire, non, enfin, ou une rotation tous les 3 ou 4 ans selon le bon vouloir de Wizards, t'es là...
Écoutez, non, ça dépend complètement. Enfin, je veux dire, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit simple à expliquer. Et il faut que les gens ils puissent comprendre simplement, en commandeur, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'identité colorée, quels sont les terrains qu'ils ont le droit de jouer, quelles sont les cartes qu'ils ont le droit de jouer dans le deck. Si on commence à se dire, le mana hybride, ça compte soit pour l'un, soit pour l'autre, mais en même temps, c'est une carte multicolore, t'es là, non. Non, parce que déjà, c'est illogique en soi. Donc voilà. Donc non, je suis contre. Elonex, est-ce que tu penses que Wizards pourrait rajouter un système optionnel au format Commander avec des quêtes et objectifs comme la variante Fan-Made Commander Adventures? Bah non en fait, parce que pourquoi? Enfin, le problème c'est que si jamais Wizards rajoute un système optionnel, voilà, comme tu proposes, du coup ils vont devoir créer des produits pour. Parce que ils vont devoir créer des produits pour, alors après rien n'empêche que, par exemple, je sais pas, hein, si c'est juste un système de règles avec une petite page de quête, je veux dire, Wizards, ils avaient prévu là par exemple de faire des événements, c'était les Commander Nights, il me semble, malheureusement c'est tombé pendant le confinement, donc du coup ils ont dit, on va abandonner pour le moment, on verra plus tard, et en gros c'était censé être des quêtes que les gens pouvaient faire durant les événements en particulier, pour remporter des points, etc., et des lots supplémentaires. Et c'était intéressant, mais du coup, on parle pas de variante, on parle juste d'un ajout et en fait un type d'événement assez spécial. Mais je pense que sous cette forme-là, oui. Je veux dire, voilà, en disant, ils vont publier juste un papier en disant, voilà, on vous propose un petit tableau avec des trucs spécifiques et tout, mais voilà, qui sont juste des trucs fun pour jouer entre vous. Ok. Mais s'ils commencent à officialiser une variante du commandeur en mode quête, objectif à réaliser, malheureusement, ils devront produire des produits derrière. Et ça va. C'est pas ce que Wizards veut. Wizards et le Rules Committee aussi, hein, vu qu'ils sont distincts, ils veulent que le commandeur soit populaire, évidemment. Et ils veulent aussi que le format commandeur, bah, les gens s'amusent avec. Et là, je suis sûr que le Rules Committee, quand ils voient le Fan-Made Commander Adventures, eh ben, ils sont contents. Ils se disent, ok, les mecs sont en train de s'amuser avec le format, ils s'éclatent dessus, ils proposent de nouvelles choses, ça plaît aux gens, ils jouent une fois de temps en temps dessus, ils jouent de temps en temps au format de base, etc. Tout comme le fait d'avoir des règles maison, ou tout comme le fait d'avoir une banlist maison aussi. Et voilà, et c'est des trucs, le format il est adaptable en fait, mais le format de base doit rester un maximum ouvert et simple. Voilà. Thorgrim, si tu devais enlever une couleur de Magic, ce serait laquelle? Absolument aucune. Elles ont toute leur utilité, et elles sont très bien là où elles sont. Yokendrick, que penses-tu de jouer les cartes des Unset, Unstable et ses prédécesseurs? Elles sont tellement drôles. Non. Non, enfin je pense que, en fait, à moins de faire des decks full Unset, à la limite avec quelques cartes de cette classique, je pense que c'est pas une bonne idée en fait, genre mettre 2-3 cartes unset, parce que généralement si on les met c'est parce qu'on attend d'avoir de la puissance qui en est tirée. Je veux dire, j'ai joué par exemple quelques cartes d'unset dans mon deck Norin KO, que je sais plus maintenant, mais je veux dire, j'avais ce deck là, et le but c'était que les cartes d'unset en question, elles étaient puissantes dans le format. Mais le problème c'est que du coup elles sont tellement basées sur des trucs que les gens n'ont pas l'habitude de voir, que du coup c'est compliqué. Je veux dire, par exemple, on avait des unsets qui se basaient sur les artistes des cartes, mais quand tu construis un deck de commandeurs classique, tu vas pas faire attention aux artistes des cartes. Par contre, c'est sûr que si on te dit, on fait des commandeurs unset, ah, ça, alors là, du coup, on peut faire un truc, on peut s'amuser, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va s'amuser à faire des decks unset, et en faisant attention aux artistes, par exemple. Voilà. Enosan, est-ce que tu penses qu'il faut ban Cyclonic Rift, Teferi's Protection et Sol Ring en multi? Alors Sol Ring, absolument pas, c'est une très mauvaise idée, parce que, je veux dire, elle a été inclue dans tous les préconstruits commandeurs depuis le début. Sol Ring, c'est la carte qu'on a vue partout. S'il la bannit, ça veut dire que tous les decks deviennent illégaux. Et bon, honnêtement, je pense que maintenant, on est on est au courant, c'est un mini-ramp, en fait, sous forme de cailloux, qui est utile notamment aussi pour les couleurs qui ne peuvent pas ramper, je veux dire. Les cailloux sont importants dans le format parce qu'ils permettent de compenser ce que le vert peut faire tout seul, c'est-à-dire avec le ramp, tout ça, et les dorks, et il permet de le faire dans les autres couleurs. Donc voilà, on va être content. Teferi's Protection, non, absolument pas. Le blanc est déjà faible, on en a parlé. Hein. Il faut absolument que Teferi's Protection reste parce que c'est une des seules protections vraiment ultimes, mais ça reste une protection sur un tour. C'est pas comme si d'un seul coup je te disais, hop, je flash Avacyn pour 3 mana. Et que bon, et en plus derrière, je peux pas sacrifier de permanent. Et qu'on peut pas m'exiler de permanent non plus. T'es là, non, faut peut-être pas exagérer quoi. Mais là, c'est juste une protection pour un tour de jeu. Donc, non. Cyclonic Rift, pourquoi Cyclonic Rift? Bah, en fait, c'est un peu comme Teferi's Protection et Sol Ring. C'est que là, tu m'as cité trois staples en fait du format. Les cartes que tu veux absolument mettre, tout ça, qui sont vraiment... qu'on met systématiquement parce que bah, c'est des bonnes cartes en fait, c'est des excellentes cartes et si tu les as, bah pourquoi ne pas les jouer quoi? Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais comme je te dirais, Démonique Tutor, il y en a beaucoup qui le jouent parce qu'ils l'ont maintenant.
Parce que voilà, Grim Tutor, maintenant qu'il a été réédité, maintenant qu'il vaut plus un bras, enfin même peut-être même les deux, et bah du coup, tu te dis, ok, je vais peut-être le jouer plus souvent, tout comme on va avoir plus de Hugin, tout comme on va avoir plus de Azusa, parce que voilà, réédition, parce que accessibilité de la carte. Et Cyclonic Rift, elle est encore accessible, même si le pionnier a fait un peu décoller les prix, d'accord, ok. Mais Cyclonic Rift, il faut comprendre que c'est quand même un sort pour 7 mana, bon alors, je parle de la surcharge bien sûr, en éphémère qui permet de bouncer les boards adverses, d'accord, uniquement les boards adverses. C'est fort, mais ça coûte 7 mana, ça veut dire que tu dois accepter de ne rien jouer, quasiment, pendant un tour, pour te dire, je garde mes 7 mana, au cas où il y aurait un problème, au cas où je devrais le faire avant mon tour, pour pouvoir ensuite bourrer à fond. Mais le problème c'est que, enfin, j'aime bien la façon dont Maker a d'en parler. Maker présente Cyclonic Rift comme étant le garde-fou du format. Et je suis complètement d'accord, il n'y a pas beaucoup de sorts en fait qui permettent, notamment en éphémère, de renvoyer tous les permanents que au moins un joueur contrôle dans la main de leur propriétaire. Vous pouvez aller faire vos recherches, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je dirais qu'il doit en avoir un, deux à tout casser. Et honnêtement, généralement c'est quasiment le même coup de mana que Cyclonic Rift, on est à 6 la plupart du temps. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup de mana. On a aussi malheureusement ceux qui sont des effets symétriques, mais le pire c'est que des fois c'est même pas en éphémère, c'est en rituel, donc du coup c'est pendant votre retour à vous, donc c'est encore pire. Et là en fait, Cyclonic Rift, enfin, je sais pas pour vous, vous pouvez me dire oui mais j'ai vu beaucoup de fois les gens qui ont gagné parce qu'ils ont joué Cyclonic Rift et ensuite ils nous ont bourré. Ok, je sais, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait, j'ai déjà vu d'autres gens le faire. Ok, c'est parce qu'il y a eu un bon timing, qu'ils ont fait une bonne mise en place, qu'ils ont préparé un board, et qu'ils avaient gardé les 7 mana, et qu'ils ont été patients. Voilà. Mais est-ce que vous avez calculé aussi le nombre de fois où Cyclonic Rift a sauvé une game, a empêché littéralement une game de se terminer parce qu'un mec était en train de tout défoncer, de dire ok, je sais pas, je commence à faire des combos, à avoir plein de créatures qui arrivent sur le champ de bataille, je leur donne la célérité, et boum, on est parti par exemple, ou juste j'assemble ma combo avec mes artefacts, tout ça, et c'est parti. Et là, un mec sort et il dit Cyclonic Rift, écoute, je renvoie tout en main. Voilà. Et là, écoute, à ce moment-là, c'est le genre de truc en fait qu'on adore. Parce que c'est le genre de moment où tu te dis heureusement qu'il y a une Cyclonic Rift. Et franchement, je compte plus souvent le nombre de fois où j'ai dit heureusement qu'il y a une Cyclonic Rift plutôt que ah mince, il y avait Cyclonic Rift pour gagner. Voilà. Parce que c'est un garde-fou. Il est là pour empêcher les jeux qui veulent trop comboter, qui veulent trop aggro de fonctionner. Et en même temps, il permet également à des jeux plus tempo et des jeux plus patients de win. Donc voilà. Nemisor, pour toi, faut-il ban des cartes juste parce que des gens s'en plaignent sur Reddit? Absolument pas. Les gens se plaignent de tout. On se plaint toujours des cartes qui nous ont fait un peu mal. Voilà, moi je parlais d'Armatic Scepter tout à l'heure. Mais il faut prendre du recul, je veux dire. On se plaint toujours parce que oui, on n'a pas eu la réponse, tout ça. Des fois, enfin, il y a peut-être un problème de niveau aussi, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est toujours le même problème, encore et encore et encore. Si dans une partie où vous dites mince, le mec a joué cette carte là, c'est pas possible et tout, j'en ai marre, il nous a battus, c'était sûr et tout ça, t'es là, bah ouais, mais si t'étais aussi sûr et que t'avais aucune réponse possible dans ton deck contre cette carte là, contre ces plays là, contre cette combo, c'est peut-être qu'il y a un problème vis-à-vis de ce que toi tu fais avec ton deck par rapport à ce que les autres font. Encore une fois, le côté, il faut quand même être un minimum réactif dans un deck commander, même quand on joue aggro, même quand on joue, on est beaucoup centré sur son plan de jeu, il faut prévoir des solutions pour les decks adverses parce que eux aussi veulent faire des trucs, voilà. Et ça, généralement, bah, les gens se plaignent et tout. Oh mon dieu, ça. Bah oui, mais écoutez, vous n'avez peut-être pas assez de réponse, tout simplement. Ou alors la réponse n'était pas là parce que. Voilà, elle n'est pas là, c'est tout. T'es mal, la banlist a-t-elle un réel intérêt en dehors du CEDH lorsque le social contract et les bans de son groupe de jeu sont toujours mis en avant? Le power level n'est-il pas un moyen de gérer une sorte de banlist? Non, pas vraiment, parce que le power level n'inclut pas forcément des cartes très puissantes. Ça peut dépendre du commandant, ça peut dépendre justement des synergies entre les cartes et le commandant. Je veux dire, c'est pas forcément... des cartes qui sont pas puissantes peuvent juste être beaucoup plus puissantes en synergie entre elles. Avec un commandant précis, ça peut être bon. Mais le truc c'est que si je te dis, ok, je mets toutes des bonnes cartes et du good stuff dans un deck 5 couleurs et que le 5 couleurs en fait il fait rien, qu'il n'y a aucune cohérence entre les cartes, bah même si je te dis, voilà, j'ai mis la Mana Crypt, j'ai mis la Cyclonic Rift, j'ai mis tous les trucs que les gens veulent bannir, tout ça, j'ai tout mis dedans, bah le deck, il va faire des trucs, il va se protéger, tout ça, il va tirer un peu de value une fois de temps en temps, mais il n'y a pas de synergie, du coup tu vas être là, bah ouais, en fait, le power level, il est inférieur à celui d'un deck budget qui est ultra concentré, enfin, deck budget, un deck qui a pas besoin de grosses cartes, et de cartes qui seraient bannissables, entre guillemets, donc du coup, non. Mais la banlist qui existe actuellement, elle n'est pas uniquement CEDH, comme je disais tout à l'heure, Iona a été bannie pour le casual.
Voilà, parce que pour le casual, c'est difficile de gérer une créature de cette ampleur-là, et alors qu'elle peut littéralement couper une couleur à tous les joueurs, quoi. Et là, bah oui, en effet. Donc non, je pense que voilà, c'est normal que la banlist existe réellement, et qu'elle n'a pas un intérêt uniquement hors du CEDH, enfin uniquement dans le CEDH, pardon. La suite, c'est les questions concernant la chaîne, le Discord et les différents services qu'on propose. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, oui, c'est bizarre. Crossfell qui demande, avec 50 millions d'abonnés, un Tipeee blindé à mort et en gagnant au loto, ce serait quoi ton rêve utopique budget all-in pour la chaîne? Ok, bon, on va être assez... je vais essayer d'être assez clair. Si jamais on avait un Tipeee blindé à mort, déjà ça voudrait dire que je pourrais littéralement vivre de ma passion pour Magic et pour le Commander. Alors pas uniquement le Commander, je veux dire, je ferais probablement, oui, comme on a dit, des trucs sur le judging, sur, sur les événements, tout ça, essayer de... Enfin, voilà, je pense qu'il y aura du... Enfin, il y aura du Twitch, tout ça. Je veux dire, je pourrais littéralement vivre de ça. Ça serait vraiment énorme. Et, enfin, je veux dire, Magic a pris une place assez importante dans ma vie depuis quelques années. Et bon, je veux dire, bah, justement, enfin depuis 2 ans, en fait, finalement, avec le début du judging, le fait que j'ai commencé la tour, et comment ça se passe, je veux dire, enfin voilà, hein, on en est là, hein, 2000 abonnés, c'est pas rien du tout. Alors bon, 50 millions, je pense qu'on n'y arrivera pas, mais 50 000, pourquoi pas, ce serait vraiment le rêve, l'utopie, presque. 50 millions, ce serait vraiment plus que l'utopie. C'est pas impossible, ça, normalement. Mais, je veux dire, si j'avais un Tipeee bladé à mort, je pense que déjà, bon, je pourrais arrêter de travailler et me concentrer à fond sur la chaîne, ce qui serait quand même pas mal, parce qu'il y a des fois où le planning est assez tendu, il faut le dire. Ça me permettrait donc, du coup, de me dédier là-dessus, mais aussi de faire en sorte, par exemple, de rémunérer aussi les gens qui travaillent avec moi. Je veux dire, là, actuellement, on a les deck évaluateurs qui sont à fond. Pourquoi pas avoir un site web pour mettre justement, par exemple, les évaluations de deck, tout ça, que tout soit mis dessus, plutôt que sur le Discord où c'est... Voilà, c'est du texte, donc c'est peut-être un peu fouillé tout ça. Voilà, ça arrive. Pourquoi pas mettre le Gunnec dessus aussi de manière super propre et bien designée. Mettre aussi voilà, de toute façon, l'échelle d'évaluation des power level. Voilà, enfin, je veux dire, on a tout ça qui serait vraiment joli à mettre, à mettre en avant. Du coup, le travail d'équipe à mettre en avant aussi. Pourquoi pas avoir un monteur qui s'occuperait du coup de ces vidéos en permanence et du coup qui me permettrait d'en faire plus et du coup d'avoir quelqu'un qui se charge derrière de monter. Donc voilà, et de pouvoir le payer, le rémunérer, voire éventuellement, bon, du coup là on est en train de calculer pour faire ça, mais pour faire des jetons, la tour de commandement, mais pourquoi pas d'autres choses. Je veux dire, voilà, on avait déjà mis en place les t-shirts et les suites, et voilà. Mais pourquoi pas, voilà, mettre des t-shirts différents, pas simplement avec le logo, mais aussi avec des designs. Oui, je sais, Emmerich, ça va l'énerver. Il aime pas quand je parle des t-shirts. Il dit non, mais les t-shirts, c'est une idée à la con. Mais voilà. Non, mais voilà, je veux dire, c'est... je pense que je ferai en sorte, en gros, que tout soit plus pro. Enfin, qu'on se rapproche de quelque chose de professionnel parce qu'on a l'argent, mais pas de professionnel forcément dans ce qu'on va faire. Enfin, je veux dire, si, je serais un peu plus professionnel dans comment on va faire les choses, et comment ça va être réalisé, et monté, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera plus pro dans le matériel, dans les moyens qu'on va y mettre, en fait. C'est que si vous nous donnez... C'est simple, hein, si vous nous donnez des moyens, moi, je vais pas juste mettre l'argent dans une tirelire et dire c'est bon, je le garde pour moi. Non, je veux dire, je vais le réinvestir dedans parce que c'est aussi votre confiance et le fait que vous donniez dans les Tipeee, que du coup, je réinvestis dedans pour dire ok, voilà, par exemple, j'ai investi dans du nouveau matos parce que vous avez été assez généreux ces derniers mois, quoi. Voilà, et j'ai investi dans de nouveaux matos pour une prochaine, pour de prochaines réalisations, on va dire. Voilà. Mais c'est ça en fait, c'est juste... Je veux qu'il faut en avoir de quoi. Mais c'est juste... on sera plus professionnel, mais en même temps on restera à la cool au niveau de ce qu'on propose, quoi. On aura plus de moyens à investir dans tous les projets qu'on veut faire. Bon, il y a ceux que je vais essayer de commencer à mettre en place cet été. Pourquoi pas proposer des nouvelles émissions, voilà, enfin bon. Mais c'est juste plus de Twitch, plus de tout, quoi. Les tables, on était déjà en train de calculer avant le confinement, maudit confinement, qu'on pouvait éventuellement en faire 2 enregistrés sur la même journée, et pourquoi pas, du coup, avoir une table tous les mois, au lieu de tous les 2 mois. Donc je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel aussi. Donc oui, non, je pense vraiment qu'il y a moyen, quoi. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et je dis pas, voilà, même pas 50 000 abonnés, mais juste avoir un Tipeee qui est bien blindé déjà, où voilà, vous nous soutenez à fond.
Je sais que voilà, tout le monde n'a pas les moyens de le faire, mais voilà, mon rêve utopique ce serait juste d'en vivre et de faire vivre des gens autour de moi, ceux qui me supportent, ceux qui m'aident à faire gérer tout ça, de les aider aussi à en vivre, ou au moins de leur apporter de quoi, voilà, enfin, se dire c'est un bonus pour eux, etc. Voilà, c'est mon rêve, voilà. C'est mon rêve pour la tour. Proposer plus de choses et proposer de manière plus pro, avec plus de personnes autour de moi, voilà. Slayer, observez-vous des règles spécifiques pour la table de commandement, pour level, budget, social contract, mulligan, etc. Absolument pas. Chaque fois ça a été, oh les gars, faites des decks. Non, j'avoue, pour Eldraine, j'avais demandé à ce qu'on ait des cartes qui viennent au trône d'Eldraine essentiellement, enfin pas que, mais que voilà, on puisse vous montrer un petit peu la nouvelle extension, les cartes qui sont intéressantes dedans, etc. Donc c'était pas trop difficile parce qu'il y avait vraiment des bonnes cartes dans l'extension. Après voilà, le power level, généralement on est toujours sur du 7, à la limite du 8, rarement du 6. Voilà, mais globalement c'est censé tourner autour du 7 pour avoir des réponses, voilà, du suspense, tout ça, qui peut arriver dans la game. Social contract, oui, globalement. Et les mulligans, bah, en fait, ça dépend. Voilà, comme j'ai dit, hein, normalement, j'aime pas refaire des mulligans en boucle, jusqu'à ce qu'on ait une bonne main, mais il y a des fois où il y a une fois où ça n'était nécessaire, en fait. Nemesor, pourquoi ne peut-on pas parler de politique sur Discord? Bah parce que c'est pas l'endroit. Voilà. Alors, sur Facebook, Mathieu qui propose, enfin qui parle de... du coup, tu présentes des decks commandeurs, des decks listes améliorées de nouveaux commandants, et maintenant des points de règle. Est-ce que tu as prévu d'autres formats YouTube? Bah du coup, il va y avoir présenter en flash, en fait, une stratégie du commandeur et les commandants qui sont jouables dans cette stratégie, et comment est-ce qu'ils sont joués. Donc voilà, ça va être les 50 nuances de... Mais il faut que je vois si le titre va plaire aux gens. Donc voilà, il me parle aussi des anecdotes les plus drôles, les plus tristes, les règles tacites de ton groupe de jeu ou tes premiers souvenirs Magic sous forme de vidéo. Non, pas tellement, parce que j'intègre directement quand je parle d'un point de vue plus social, au niveau des parties, j'ai tendance à les évoquer, voilà. Mais après, il y a aussi, bon, pourquoi pas faire des vlogs, hein, voilà, des petits vlogs quand je fais les événements, tout ça. À quand, toujours Mathieu, à quand une analyse de la méta EDH d'avant, comme tu as commencé à le faire en regardant les vieilles extensions? Non, parce que le problème c'est que méta commandeur, ça dépend beaucoup de l'échelle locale, comment est-ce que les joueurs jouent, aussi quelles sont les règles qu'ils ont mis en place, éventuellement, s'ils ont mis des règles en place spécifiquement. Donc, un petit peu compliqué de dire, il y a une méta commandeur qui existait à un moment. Il y avait des decks qui étaient joués, mais c'était plus un effet de mode en fait. Et même la mode en elle-même, ça dépend si le groupe de jeu en question la suit ou pas. Voilà, donc je pense pas qu'on puisse réellement faire une analyse de la méta. Vas-tu un jour faire une vidéo course sur les decks commandeurs? Je te charrie, j'adore tes vidéos longues. Ok, bah oui, bah merci. Mais des vidéos courtes sur les decks commandeurs, oui, bah, je veux dire, j'essaie de le faire au plus court en fait, mais c'est juste... Enfin voilà, je m'explique un peu. C'est juste que je préfère expliquer à fond, parce que je sais que pour certains joueurs, ça va être... ouais, mais en fait, tu sais quoi, je vais faire x2 sur la vidéo, et je vais lire plus vite parce que je connais les cartes, je sais ce que tu veux, de quoi tu veux parler, pas de problème. Et il y a des joueurs en fait qui sont plus débutants, et qui vont vouloir vraiment la grande explication. Et du coup, c'est toujours difficile pour moi, personnellement, de m'adapter et de me dire, il y a des joueurs parmi vous qui vont être très au courant de ce dont je veux parler, et qui sauront tout de suite, et je vais leur dire, je vais juste évoquer les catégories et les plans, les directions dans lesquelles je veux aller, et ils vont se dire tout de suite, ok, tac 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 tac, j'ai les cartes qui va aborder dans chacune des catégories. Parce que vous connaissez le format, mais il y en a d'autres qui sont pas à ce niveau-là, et du coup, j'ai besoin d'expliquer un peu plus en détail pourquoi est-ce que cette carte elle est là, à quoi elle sert, et du coup, c'est pour ça que je me retrouve à être un petit peu lent des fois. Puis j'aime bien bavasser. Comptes-tu faire des vidéos deck building de tes decks personnels de la part d'Alexis? Oui, ça peut se faire. Le truc c'est que j'essaie toujours d'être dans... Encore une fois, voilà, c'est... On pense un petit peu marketing quand même, mine de rien. C'est bon, on a des éditions qui sortent, généralement on parle des commandants qui sortent dans les nouvelles éditions, et du coup, bah voilà, on se retrouve à se dire, oui, on va parler des derniers commandants, des dernières extensions, parce que c'est l'actualité. Voilà, et parce que des commandants qui sont pas d'actualité, je veux dire, si je commence à reparler de mon... je sais pas, de mon Tetsuko Umezawa ou mon Selvala, je veux dire, c'est probablement sûr que les gens vont être moins intéressés que si je parle des derniers commandants qui sortent là dans le Jumpstart par exemple. Donc, voilà, mais j'aimerais bien en faire et je vais probablement en faire. Surtout avec la présentation que je vais vous faire la prochaine fois. Donc voilà. Vincent qui demande je joue à Magic depuis peu avec une bande de potes beaucoup plus chevronnés que moi en format commandeur. J'aime beaucoup votre page et particulièrement votre rubrique la carte du jour. Mais pourquoi ne pas envisager la même chose avec la combo du jour en synergie avec un commandant et quelques cartes?
Alors c'est Emric qui s'occupe de la carte du jour, il faut savoir, c'est lui qui récolte les cartes, qui prépare maintenant même les visuels, c'est juste moi qui publie derrière. Et quand j'oublie pas de le faire. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué, je peux voir ça avec lui, hein. Mais actuellement on a quand même déjà toutes les cartes du jour jusqu'au mois de septembre, hein, pour vous dire. Fin septembre il me semble. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu à quel point c'est complet. Mais surtout en fait les combos du jour, le problème c'est qu'une combo par jour on va vite tomber à court. Et surtout en parlant de certains commandants en particulier, ça veut dire qu'il faudrait qu'on explore suffisamment la sphère commandeur pour présenter des combos un peu dans tous les sens. Ça va être compliqué. Je sais que par exemple, Magic Bazar propose tous les mardis, il me semble, c'est mardi combo. Il propose une combo disponible. Il y a Card Market qui le fait de temps en temps, Channel Fireball par exemple. Donc si tu veux des combos, il y en a là-bas aussi. Voilà. Et dernière question de la part de Olivier. Allez, une petite question. Ne serait-il pas plus objectif ou plus juste que la notation d'un deck sur le Discord prenne en compte le budget de celui-ci? Bah non. Eh bah non. Non, on va expliquer quand même pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas objectif. La question du budget n'est pas objectif. Parce que si je te parle par exemple de la meilleure carte pour piocher dans telle ou telle couleur, enfin, imaginons la meilleure carte pour piocher en vert, probablement que je vais te dire, selon le deck, ça dépend, ça peut être Bibliothèque Sylvestre, ça peut être les trucs qui font piocher quand une créature arrive en jeu, voilà. Donc du coup, mais globalement, on a une idée des staples, en fait, de la catégorie. Et inclure le budget, en fait, ça fait que du coup, ouais, mais on devrait catégoriser en fonction de la puissance, mais aussi en fonction de la valeur de la carte. La valeur de la carte qui est, je tiens à le rappeler, flexible. Elle est modulable, elle peut changer. Là, littéralement, je veux dire, Grim Tutor n'était pas budget. Grim Tutor va devenir budget, maintenant. Parce que Grim Tutor valait quasiment le prix d'un deck. Maintenant, il peut valoir... il va peut-être valoir d'ici quelques semaines encore 15 euros, quoi. Et voilà, au même prix qu'un démonique. Et je veux dire, du coup, la notion de budget, elle est très floue, elle est très flexible. Et d'autant plus que certains vont dire, oui, mais un deck commandeur, j'ai pas envie d'investir plus de 50 euros. Moi, par exemple, je me dis, si je le veux budget, j'investirai pas plus de 100 euros dedans. Et s'il y en a d'autres qui vont dire, non, mais moi, ça sera pas moins de... Enfin, ça sera pas plus de 200 euros, quoi. Et ça sera ma version budget. Mais, parce qu'on a tous des notions différentes. Et surtout aussi autre chose, le budget influe aussi, malgré tout, sur le niveau de puissance. Et je tiens à vous rappeler que on ne note pas un deck, on note le niveau de puissance d'un deck. On note le niveau de puissance pour savoir si, contre un deck de même niveau, enfin, si je dis un deck de niveau 8, si je te dis ton deck, est-ce qu'il peut combattre un niveau 8? Si je te dis oui, ça veut dire qu'il est niveau 8, ou même plus, au cas où. Et si jamais je te dis non, c'est que forcément il est en dessous. Parce que voilà, il faut évaluer, on est là pour évaluer la puissance des decks en général. Et pas dire, est-ce que t'es un bon deck builder ou un mauvais deck builder. Tu peux être un bon deck builder budget, et je te dis, ton deck c'est un 6, mais tu as fait avec tous les alternatives budget qui sont intéressantes, et ton deck il vaut moins de 50 euros, et c'est un 6 qui pourrait peut-être être un 7 avec un petit peu plus d'argent dépensé. Pourquoi pas? Mais le problème c'est que si on commence à prendre en plus la notion de budget, bah du coup ça veut dire qu'un deck niveau 8 budget et un deck niveau 8 qui n'a aucune restriction, bah si jamais ils jouent l'un contre l'autre, ils sont pas du tout au même niveau de puissance. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des decks budget qui sont très élevés en niveau de puissance. Je pense par exemple au Thorbrand de Edgar, que vous avez probablement déjà vu. Je veux dire, le Thorbrand tel qu'il avait monté, tel qu'il l'a amélioré, bon maintenant il a complètement changé, mais avant qu'il le modifie, c'était un deck de niveau 8 élevé. Mais son deck ne contenait pas de grosses cartes. C'est toutes des cartes budget. Je veux dire, il n'y avait rien de gros en fait dedans. Ces cartes au maximum devaient valoir quoi, 2 ou 3 euros pour certaines d'entre elles. Et la plupart, allez, 10, 20 centimes pour la grande majorité. Je veux dire, son deck devait coûter 60 euros maximum. Et je veux dire, c'était un deck qui nous faisait extrêmement mal, quoi. C'était un deck qui valait presque Téchar, voilà, qui était presque compétitif. Et je veux dire, bah oui, ça fonctionne. Et du coup, c'est pas forcément le budget qui fait le niveau de puissance du deck, mais du coup, on peut pas établir le niveau de puissance du deck en disant, oui, mais du coup, comme il est budget, on est obligé de lui monter un peu la puissance. Parce que non, c'est pas comme ça, c'est pas objectif. Le budget n'est pas objectif, le niveau de puissance l'est plus. Donc voilà. C'était la dernière question, on est arrivé jusqu'au bout. Du coup, bah, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut à tous, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de poser éventuellement les autres questions. Si jamais vous en avez, que voilà, des petites questions hein, sympathiques, je vais pas non plus répondre à des grandes questions comme maintenant. N'hésitez pas à aller voir la FAQ des 500 abonnés si jamais vous avez loupé quelque chose. Et n'hésitez pas non plus à venir sur la chaîne Twitch, parce qu'on va refaire des lives un petit peu dans tous les sens. Et puis surtout pour vendredi prochain et notre FNM Commander. Et je vous dis à la prochaine. Bye.
Bye bye.